le continent africain, et j'ai pas fait que les Comores, j'ai fait plusieurs autres pays, et tu le vois dans les autres pays, ils ont quelque chose d'extrêmement puissant, qui est fondamental et qu'on doit surtout pas perdre. C'est cette solidarité, c'est cette humanité dans le sens où on va penser au collectif, et le collectif a une place probablement qui est plus forte que l'individu. Le cadeau que je fais à mes enfants là fait que demain, peu importe où elles iront, peu importe ce qu'elles feront, eh bien elles y arriveront. Et quand je suis partie aux Comores avec mes enfants, ma grand-mère, elle me dit « Tu peux pas élever tes enfants ici, repars. » Moi, je pose la question à vous, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ? Je l'ai rencontré par hasard dans un tournage, bref. Et il me dit les gens comme moi ne rêvent pas. Il t'a dit ça ? Il m'a répondu ça. Il a quel âge ? Il a 24 ans. C'est incroyable. Je voulais transmettre à mes enfants cette notion de liberté. Soyez libres de faire, d'être et d'aller où vous voulez, peu importe le défi que vous voulez porter, quoi. Okay. Et ça, pour moi, c'était fondamental. Et du coup, c'est là où on s'est lancé, Abou et moi. Et l'objectif de Racines Croisées, c'est vraiment de déconstruire les préjugés qu'on a sur le continent et de porter de nouveaux récits, de créer des espaces de dialogue. Ça veut dire qu'en fait, en filmant, il y en a plein qui n'ont pas voulu qu'on les filme. Parce que les Comoriens, déjà, sont très pudiques. Et puis là, on allait sur des sujets très personnels, la définition du bonheur, ce que ça veut dire la réussite. Les gens ne voulaient pas qu'on les filme. Mais en fait, c'était pas grave. Parce qu'en fait, on avait créé cet espace de dialogue. Avant de démarrer ce podcast, prenez un temps pour regarder dans la description du podcast. Qu'est-ce que vous allez retrouver ? Vous allez retrouver des éléments qui doivent vous permettre de grandir en tant qu'entrepreneur. D'abord, on a le e-book. Ce e-book s'appelle Réussite. 10 conseils pour les entrepreneurs afro-caribéens. Vous avez 5 entrepreneurs qui sont soit partenaires de fonds d'investissement, soit qui ont des boîtes, qui ont fait plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires et qui vous donnent leurs conseils pour la réussite. Notre but à nous, c'est que vous passiez au niveau d'après. À côté de ça, vous avez un autre lien. Dans ce lien-là, vous allez avoir des informations concernant tous les dispositifs de Black Mentor qui doivent vous permettre de passer au niveau d'après. Vous allez avoir nos business clubs. Dans ces business clubs, on fait de la formation, du mentorat, et des masterminds. Mais vous pouvez aussi nous partager tous vos besoins en matière de financement, en matière d'accès à une communauté. Vraiment, sachez-le, Black Network est la solution pour vous permettre de passer au step d'après. Allez dans la description et cliquez seulement. Marwata Hadji, bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Très bien. Je suis très content de te recevoir sur Kalimandjaro. Je disais avant le podcast des ambitieux, je sais pas si je dois garder ce nom, mais en tout cas, on aime recevoir des ambitieux et des ambitieuses sur le podcast. Est-ce que toi, tu te définis comme une ambitieuse ? Alors, en tout cas, déjà, je suis très contente d'être là. Merci, Tanguy, de me recevoir. Très clairement, je me vois comme une personne ambitieuse, ouais. Ambitieuse. Mais c'est ce qu'on ressent dans ton parcours. T'as fait ce qu'on appelle un parcours d'excellence, les classes préparatoires, grande école de commerce. Ensuite, t'as eu des postes à responsabilité dans les assurances. Et un jour, t'as tout quitté pour rentrer dans les îles des Comores. Et là, tu reviens. En tout cas, tu viens au micro pour parler de ce documentaire que t'as créé, qui s'appelle Racines Croisées. Et quand on a discuté ce matin avec Saïd pour préparer un peu le podcast, il m'a fait un pitch du documentaire et je me suis dit, ah ouais, non, ça va être une dinguerie. Tu vois, ce podcast va être une dinguerie. Que ça parle de l'histoire de ta grand-mère qui a envoyé ta mère ici et qui ensuite, toi, t'as vu revenir. Elle était pas très contente de te voir revenir. Ça, pour moi, ça en dit long sur nos sujets à nous, qui sommes de la diaspora et tous les défis qu'on rencontre quand on veut rentrer. Et même, il m'a parlé de personnes qui étaient qui sont venues aux Comores dans le cadre de ton projet et qui ont tellement adoré, qui sont restés, qui ont tout abandonné. Donc, je sens que c'est le genre de témoignage que notre communauté, elle aime avoir, ne serait-ce que pour désamorcer tous les fantasmes qui existent autour de la répatriation. Et dans ton documentaire, j'imagine que c'est des choses que tu abordes. Ouais. Et donc, voilà, j'ai envie de parler de tout ça. Est-ce que ça te va comme programme ? C'est parfait. C'est parfait. On peut y aller. Première question, c'est celle de l'ambition. Quel est ton but ultime aujourd'hui ? Là, maintenant que tu as fait un peu cette carrière, en tout cas ce début de carrière, et ce grand saut en Afrique, ça fait 3 ans que tu es rentré ou 4 ans ? Bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans. Voilà. Quel est ton objectif ultime dans la vie, ton Kalimandjaro ?
Alors mon objectif ultime, moi je te dirais que, mmh, j'ai envie d'être utile pour le monde. OK. J'ai envie d'utiliser l'énergie que j'ai, d'utiliser la force que j'ai et justement pour la mettre à contribution pour, créer du lien, remettre l'humain au cœur de au cœur de la société. Je trouve qu'on est dans un monde où, on prend pas assez soin de l'humain. Quand je regarde ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe dans le continent africain, on sent parfois, surtout que moi je travaille beaucoup avec les territoires, je travaille beaucoup avec les locaux Mmh. et en fait, je trouve qu'on a un peu cet enjeu à redonner de l'espoir. D'accord. Mon cabinet, moi, de conseil s'appelle Positive Impact. Exactement. C'est pas pour rien. Mmh. Moi, je pense que dans toutes les actions qu'on fait, c'est comment est-ce qu'on arrive à j'ai envie de travailler moi sur, des projets qui vont accompagner le développement, mais durable, Mmh. du continent, des populations et qu'on redonne espoir à la population sur, notre capacité à réussir. Mmh. Mais je suis obligé de te poser la question, c'est quoi la réussite pour toi alors? Hem J'imagine que tu as creusé le sujet un peu. Oui, j'ai creusé le sujet. Alors en fait, chacun aura une définition différente de la réussite. Ouais. Je veux dire, avant, pour moi, la définition de la réussite, c'était obligatoirement, et c'était, fallait passer par la case réussite financière OK. et ça, moi, je pense qu'elle est fondamentale et il Ah. faut être très au clair là-dessus. Faut pas avoir honte de Mmh vouloir mh. gagner de l'argent. Il faut pas avoir honte de vouloir en gagner beaucoup. Mmh. Et je pense qu'il faut être très à l'aise avec ça et ça, c'est important. Donc moi, j'avais toujours eu un regard et une vision très business, et à côté de ça, la vie a fait que, au vu de mon parcours, au vu de ce que j'ai pu faire et ce que j'ai pu voir, je me suis beaucoup posé la question sur le sens. Le Mmh. sens hem, justement, pour moi, quelle était ma définition de la réussite? Et moi, je me suis dit: «Ce sera ma capacité à avoir un impact sur les autres et à faire grandir les autres». Mmh. Donc Tout en faisant de l'argent. tout en faisant de l'argent OK. et du coup, c'est vraiment là ma vision de la réussite, c'est faire du, social business. C'est en même temps, Mmh. j'ai un impact et je fais grandir les autres et en même temps, Mmh. on continue de développer son business parce que ça, c'est fondamental. OK. Parce que ça donne les moyens de faire encore plus, et d'amplifier l'impact des actions qu'on porte. Mais tu sais que moi, la définition, et je sais que c'est pas bien de le dire, mais quand on me demande l'ESS, l'économie solidaire, comment est-ce Mmh. que je définis? Mmh. Pour moi, c'est faire du business sans faire d'argent. Ah, pas du tout. C'est bien, c'est alors pour le coup, justement, moi, je pense que c'est là où on a un vrai travail à faire, OK. nous, au niveau de notre communauté. Parce Mmh. qu'en fait, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, justement, c'est, comment est-ce qu'on fait du business? Il y a Ouais. la notion d'économie dedans. Mmh. Comment on fait du business en s'appuyant sur nos forces culturelles, nos forces traditionnelles et OK. en s'appuyant sur, l'impact et en ayant toujours en tête, notre volonté de faire de l'impact et d'être utile. Et c'est là Mmh. où, en fait, on doit questionner nos modèles économiques en se disant: «Comment je gagne de l'argent tout en étant utile?» OK. Et il y a que en réfléchissant comme ça que ça peut être durable et qu'on peut pérenniser et le Mmh. développement de nos structures. Parce qu'aujourd'hui, nos structures, elles doivent évoluer dans un monde, qui est face à de nombreux défis. La Mmh. question, c'est comment les entreprises, les business concrets, bien, viennent répondre à ces défis-là, Mmh. tout en maximisant nos profits et ça, c'est fondamental. Donc, est-ce que tu as des KPI en termes de chiffres et en termes d'impact pour ton objectif ultime? Oui, je m'en fixe, très clairement. Ouais. Alors en plus, moi, c'est d'autant plus simple parce que je viens du milieu du business. Alors du coup, Mmh. moi, Tu as les réflexes. j'ai toujours été très orientée, chiffres, le chiffre de cette année, c'est combien et cetera. Mmh. Je pense qu'il faut pas avoir peur de se donner Mmh. des objectifs financiers, même s'ils sont élevés Ouais. et puis c'est surtout se dire: «Mais c'est quoi les actions concrètes que je mets en place pour pouvoir y arriver?» Mmh. Et donc moi, c'est comme ça que je fonctionne et qu'en tout cas, je m'organise en ce sens D'accord. et c'est pareil, beaucoup de gens vont penser que parce qu'on veut travailler sur du développement en Afrique, eh bien, du coup, on n'est pas, orienté business. Ouais. Mais quand on bosse dans du développement en Afrique, hem, en fait, on est dans le cœur de la meule. C'est là où il y a de l'argent. Ah! C'est là où il y C'est a intéressant ça. c'est là où il y a de l'argent, c'est là où il y a les forces vives, c'est là où on trouve des compétences, on OK. trouve une jeunesse, qui a envie, en fait, de travailler, qui a envie de proposer des solutions, Mmh. et qui a besoin d'être accompagnée. Et en fait, Mmh. la question, c'est, comment est-ce qu'on arrive à capter tous les défis qu'on voit sur le continent africain en Mmh. s'appuyant sur les ressources qu'il y a en local OK. et en utilisant tout ce qu'on a vu à l'extérieur? Mais en fait, quand on Mmh. arrive à maximiser la somme de ces 3 de ces 3 OK. leviers, la jeunesse, la force vive qu'il y a, au niveau local, tous les Mmh. défis qu'on voit et qui sont des opportunités. Mmh. Parce que sur le continent, il y a énormément d'opportunités business et en capitalisant sur nos réseaux et nos expertises
qu'on a et qu'on a appris à l'extérieur, Ok. quand on fait le mariage des trois, ça peut être que puissant. Mais quels sont les KPI alors? Euh, Est-ce que tu dis, par exemple, moi, j'aime beaucoup les gens qui me disent, voilà, moi, mon objectif, c'est 1 million, 10 millions, 100 millions, 1 milliard. Est-ce que tu as ce type de choses? Et aussi, je dois impacter, je sais pas, il y a combien de personnes sur l'archipel des Comores? Alors, les Comores, c'est petit, mais après, moi, je travaille avec une vision continentale Ok. au niveau du continent africain. D'accord. Donc, Aux Comores, on est moins d'1 million d'habitants. ok. Mais c'est là où c'est intéressant aussi, parce que du coup, tous les projets qu'on met en place, en fait, on les teste dans une logique de laboratoire, et Ouais. ensuite, on se dit comment on les déploie de manière, Sur le continent. de manière plus large et plus globale sur le continent. Donc ça, Donc- c'est vraiment chouette. Les KPI. Alors, en termes d'indicateurs, je vais mettre des indicateurs financiers Ok. pour mon cabinet de conseil. Ouais. Je vais parler en chiffre d'affaires, en nombre de clients Mhm. et en nombre de partenariats. Ok. Je vais me dire, OK, je voudrais avoir 2 partenariats très solides Mhm. dans une logique pluriannuelle. Ah oui, ok. Dans une logique pluriannuelle, parce que souvent, on peut faire des partenariats one-shot, mais en fait, pour pérenniser son modèle économique, du coup, c'est plus compliqué, parce qu'il faut toujours aller à la recherche de partenariats. Tout à fait. Donc, moi, je vais me dire, OK, là, je vais bosser sur un partenariat pluriannuel, sur un projet de 2 ans ou de 3 ans. Donc, je sais au moins que ça sécurise le chiffre d'affaires pendant une certaine durée. Ok. Et donc ça fait un peu un matelas. Et puis Ok. après, à côté de ça, ça va être en nombre. Moi, dans mon modèle économique, aujourd'hui, je suis un cabinet de conseil. Donc, je vais proposer des services en stratégie, en gestion de projet, pour accompagner le développement des entreprises et des organisations internationales dans une logique business et sociale. Ok. Et donc, je vais répondre à des appels d'offres et je vais dealer des dossiers en one-to-one avec des entreprises privées ou des organisations internationales. Ok. Donc voilà, donc je vais me donner des objectifs de nombre de réponses à des appels d'offres, de taux de transformation suite aux réponses aux appels d'offres, de chiffre d'affaires, en me disant bon bah ok, là horizon, je sais pas moi, je vais pas te dire des chiffres comme ça, mais on est en 2026. Je vais me dire bon voilà, là à horizon, je sais pas moi, d'ici 3 ans, j'ai envie d'atteindre tant de millions de chiffre d'affaires. Et du coup, c'est OK, est-ce que je suis positionnée sur les bons dossiers pour pouvoir aller les C'est chercher? le sujet. Si je me mets que sur des dossiers à 100 K et que je vise 3 millions, Il t'en faudra beaucoup plus. il va m'en falloir beaucoup plus. Ouais, ouais. Après, j'ai bien conscience qu'il y a des dossiers à 2-3 millions. Cela, ça nécessite un positionnement, du Ok. lobbying, un travail en amont, de l'influence. Ok. Et voilà, et là, c'est surtout ces axes-là qu'on travaille, en fait, pour pouvoir justement aller Chercher 3 millions. Mais aller c'est pas chercher ces l'objectif dossiers-là. ultime. Ton objectif Non, ultime, t'as pas encore défini c'est en pas... termes de CA, donc. Si, je l'ai défini, mais je Mais tu dirais veux pas que... communiquer. Pas encore. Je suis Il en y a train pas de de... problème. Je suis en train de... Je dirais que cette année, elle est charnière. Si on se Ok. donne rendez-vous à l'année prochaine, à mon avis, ce sera Des choses. intéressant. Ok. Je sais qu'on n'aura pas le temps de tout dire aujourd'hui. Sache que le micro est là et que dès que tu as envie de repasser, tu nous dis on fait ça. Avec grand plaisir. plaisir. Alors, vous kiffez l'épisode, ça se passe, mais est-ce que vous avez pris le temps quand même d'aller regarder dans la description, d'aller checker le e-book ou d'aller checker les liens? Franchement, c'est important. Faites-le. Allez, bon épisode. Que voulait faire la petite Marouata dans la vie? C'était quoi ton ambition? Être expert comptable. Ah oui? Ok. Oui. D'où ça te venait? Qu'est-ce qui t'a... Moi, j'adorais les chiffres. J'étais très douée à l'école. J'adorais les chiffres. J'adorais... je me voyais bien évoluer dans... Et puis, je trouvais que ça faisait sérieux. C'était un métier qui... je sais pas, ce métier me renvoyait quelque chose de très positif. Ok. Et puis, j'ai toujours été très à l'aise de manière globale. Enfin, moi, j'adorais la compta, la gestion. Voilà, donc je me voyais évoluer dans tout ce qui était expertise comptable. D'ailleurs, j'ai fait un diplôme. Ah ouais? Le DCG? Non, j'ai pas été jusqu'au bout, mais j'ai Ok. fait une école de commerce, j'ai fait une spé en finance et un double diplôme en audit. Et en fait, l'idée, c'était de me diriger vers l'expertise comptable. Ok. Puis en fait, j'ai fait un stage d'1 année, T'as pas pu? un stage de 3 mois. Je me suis dit, mais ça, c'est pas pour moi. Ok. En fait, voilà, moi, j'avais besoin d'interaction, j'avais besoin d'humain, j'avais besoin de liens.
Ouais. Et voilà, donc je me suis orientée finalement vers la gestion de Ce projet. que tu as vu, c'est qu'ils manipulaient que des chiffres, au final. Oui. C'est ça? Il y a beaucoup de chiffres. Alors après, je caricature le métier parce qu'évidemment qu'il y a du relationnel, mais Mmh. en tout cas, au vu de mon tempérament et moi de mon appétence sur l'humain, moi j'avais Mmh. besoin Ouais. d'encore plus de liens que ça. OK. Et la gestion de projet, c'était parfait pour ça. Mmh. Mmh. Et tu as fait le parcours prépa, grande école. Comment, on va dire les mots, hein, tu m'as dit toi-même que tu es une fille, femme de ménage. Comment tu t'es retrouvée? Parce que nous, qui avons grandi dans les quartiers, on n'a jamais entendu et comme on n'était pas assez intelligents, on nous a pas poussés vers ces coins-là. Donc comment, tu t'es retrouvée à faire ça? Moi, je pense que dans la vie, parfois, on a juste de la chance. J'ai Ouais, fait la bonne rencontre au bon moment. d'accord. Moi, j'ai pas été préparée à faire une classe préparatoire aux grandes écoles. Alors pour le coup, en arrivant à prépa, oui, j'ai vu plein de gens qui, eux, étaient préparés à ça. Moi, c'est pas été le Mmh. cas. Mmh. J'ai rencontré c'était même pas un de mes professeurs, c'était un professeur d'une autre classe Ouais, qui avait entendu parler de moi au lycée. Moi, j'ai grandi à Argenteuil. d'accord. Et en fait, on me dit: «Mais Maroata, au vu de tes notes, pourquoi tu fais pas une prépa?» Je leur dis: Mmh. «Une quoi?» Je sais pas ce que c'est une prépa. C'est pas Mmh. une classe préparatoire aux grandes écoles. Et en fait, elle me dit: «Bah, renseigne-toi». Et en me Ça, c'est renseignant, la prof qui t'a dit ça? c'est une prof qui m'a Ouais, dit ça, qui n'était pas ta prof à toi? qui n'était pas ma prof à OK. moi, que j'ai Mmh. rencontrée parce qu'elle me voyait à la bibliothèque. Moi, je lisais beaucoup, 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 j'adore lire Mmh. et j'ai grandi avec ça, en fait. Et je me suis renseignée et on me dit: «Bah, ça ferme dans 2 jours les Mmh. inscriptions». Ah ouais! Et sauf que pour monter un dossier de prépa, c'est assez dense. OK. Bref, on a besoin de toutes les notes de première, de terminale, le classement dans toutes les matières pour toutes les notes et cetera. Bref, Mmh. il faut monter le dossier et je le dépose in extremis. Il fallait les commentaires de toutes les profs dans toutes les matières, en Mmh. première et en terminale. Puis j'étais retenue. Ouais, tu avais le bon dossier, quoi. Et puis C'est vraiment une j'ai été retenue. opportunité, une chance que tu as eue, quoi. Oui, mais parce que j'ai rencontré la bonne personne Ouais, au c'est bon ça, moment. vraiment. Et c'est pour ça, je pense qu'aussi, on a un peu cet enjeu aujourd'hui à faire de la pédagogie, à Mmh. informer et Ouais. expliquer que ces cursus existent, et à encourager justement nos jeunes à se dire, faut avoir envie, faut pas avoir peur, Mmh. faut oser se dire qu'on mérite d'aller dans ces parcours d'excellence, Tout à fait. et pourquoi on n'irait pas nous aussi? Et oui, ma mère, elle est femme de ménage, mais j'ai longtemps eu le mot qui me vient, c'est honte, mais je dirais que j'ai longtemps pas été très à l'aise, parce que tu arrives dans un milieu qui est pas le tien, tu arrives Mmh. dans un milieu, avec, oui, il y a des enfants de diplomates, il y a des enfants, qui ont les moyens, des enfants qui ont été préparés Mmh. depuis petits, en fait, à être là, Ouais. et puis toi, tu arrives comme ça, du coup, tu te sens pas forcément à ta place Mmh. et puis, en fait, tu apprends à te battre et puis à te dire que tu mérites ta place et puis si tu es là, bah, c'est parce que tu mérites d'être là. Mmh. Mais ça demande de se faire confiance, ça demande d'être entouré, ça demande, la prépa, c'est énormément de stress, de pression. Moi, j'avais perdu Mmh. 13 kilos en 2 ans, OK. enfin j'ai failli perdre la vue, enfin vraiment c'était, À force de bosser? ouais, ouais, c'était OK. on dormait très, très peu. Et pourtant, tu étais brillante. Enfin, j'imagine que tu étais brillante. Donc, mais tu as quand même ressenti le besoin de travailler quand même. Mais en fait, quand on arrive en prépa, il y a un peu une déconstruction psychologique qui est très forte OK. parce que quand on arrive, tout le monde est brillant. Ouais. Et en fait, quand tu arrives, bah, tu passes de 18 à si tu as 4. 10, si tu as 10, c'est énorme, à Mmh. 4, à 3, à 2 et psychologiquement, il faut le gérer et c'est extrêmement dur Ouais. et psychologiquement, c'est extrêmement dur OK. et il faut le gérer et alors après, moi, probablement que j'ai pu tenir justement parce que, bah, j'ai pas eu la même histoire qu'eux, parce que moi, je voyais ma mère qui galérait et qui se battait bah, Mmh. pour nous éduquer, qui se levait Mmh. tous les matins et moi, je suis très fière de dire que je suis une enfant de femme de ménage. Mmh. Heu, Parce qu'elle nous a élevés dignement et puis elle nous a donné les valeurs de travail Mmh. et voilà, donc moi, pour toutes les personnes qui regarderont ou qui écouteront, en fait, il faut se faire confiance, il faut encourager nos enfants à ne pas avoir peur d'aller dans ces cursus-là. Mmh. C'est pas facile, mais en réalité, si on veut des bonnes choses, Ouais. faut se retrousser les manches, il faut Mais bosser, peut-être quoi. faut les préparer aussi. Comment? Il faut les préparer. Qu'est-ce que bah, bon, toi-même tu l'as dit, je sais pas si tu as dit là que tu avais des enfants, tu as Mmh. 2 filles. Ouais, j'ai 2 filles. Comment est-ce que, tu les préparerais ou comment est-ce que tu les prépares pour, faire une formation d'excellence, si tu le fais? Alors oui, alors très clairement, je le fais. OK. Alors quand je dis que je le fais, c'est parce que, justement, moi, j'en ai souffert Mmh. d'arriver dans un endroit où je voyais, tout le monde qui était à l'aise en anglais, tout le monde qui parlait 2-3 langues, tout le monde qui avait un niveau de culture générale extrêmement élevé et Mmh. du coup, moi, j'étais, on parlait d'opéra, on parlait de peinture, on parlait de musée. Moi, c'était pas mon monde, c'était pas mon univers et du Mmh. coup, en fait, il y avait un peu un temps où il fallait que je rattrape tout ce retard OK. et et je sais que ça a été difficile et que,
Bah, parfois, moi, j'en ai souffert. En tout cas, Ouais. quand j'étais en prépa, c'était pas si simple que ça. Toi, tu avais ce qu'on va appeler les hard skills, donc sur les notes, tout ce qui était scolaire, tu pouvais compétir avec les autres. Exactement, mais pour En le revanche, reste, pour tout ce qui était tout autour, c'est là où tu avais des difficultés. Et tu penses que c'est à ça qu'il faut qu'on prépare nos enfants? moi, je pense qu'il faut apprendre à nos enfants que le monde est grand, qu'il a aucune limite Mmh. et que notre terrain de jeu, c'est le monde. Notre Mmh. terrain de jeu, ça doit pas seulement être les notes qu'on voit à l'école. OK. Ça doit pas seulement être, est-ce que tu as eu une bonne note en maths, en histoire, est-ce que ça s'est bien passé? C'est, leur montrer que le monde, il est plus global. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que je suis maman de 2 enfants, j'ai de la chance. Je fais un coucou à mes filles. Je suis maman de 2 enfants et c'est vrai que moi, j'ai été assez radicale. Moi, j'étais assez radicale. À la maison, il y a pas de télé, il y a Ouais, pas d'écran. tu allais Hem vraiment fort. mais en fait, c'est même pas un manque pour elles, vu qu'elles Ouais, savent pas ce que c'est. C'est pas un problème, c'est pas un manque. ouais. C Mais par rapport aux autres de l'école, mmh, tu ressens pas ces difficultés-là, mais dès lors que c'est depuis qu'elles sont petites, en Mmh. fait, elles, leur normalité, c'est de lire des livres, Ouais. mais après, encore une fois, je précise, on fait tout. Moi, tout ce que je fais avec mes filles, c'est dans une logique de gaming et moi, je pense que pour préparer nos enfants à l'excellence, il faut les préparer à s'amuser, il faut qu'ils prennent Ouais, plaisir à apprendre, il ça faut qu'ils c'est soient sûr. heureux d'apprendre. Moi, mes filles, je veux dire à 4 ans, ma fille Sassia à 4 ans, elle connaissait l'histoire de Nelson Mandela, de Martin Luther King, mais parce Mmh. que moi, je leur en parlais comme, un super-héros, je lui disais: «Mais, est-ce que tu connais l'histoire de Rosa Parks?» Elle me dit: Mmh. «Non, maman, c'est qui?» Je lui dis: «C'est une super-héroïne» et en fait, quand tu Mmh. racontes comme ça, elle me dit: «Mais maman, mais moi, je veux trop connaître l'histoire de Rosa Parks» et puis, en fait, elle a 4 ans, on lui explique avec des petits mots et puis quand elle a 6 ans, elle va lire un livre qui sera un peu plus complet et Ouais. puis quand elle aura 8 ans, en fait, elle aura tout lu sur la biographie de Rosa Parks Mmh. et puis, en fait, à 10 ans, elle connaîtra parfaitement, toute l'histoire, des Noirs américains, Tout à fait. mais pas sous forme de contraintes Mmh. et Ouais, dans le jeu, l'amusement et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on a plein de contenus pour le faire. mais oui! C'est que même si c'est pas nous qui apportons cette connaissance, tu Mmh, as plein de livres, qui apprennent aux enfants, ce type d'artistes. Moi, j'ai vu exactement. mon fils qui lisait un manga qui s'appelle Muntu Warrior Ouais. et dans le manga, ils font intervenir justement toutes ces personnes-là comme des héros et des fois, il me sort des noms, je dis: «Mais d'où tu connais ce truc-là?» Il dit: «Ouais, mais c'est un personnage du» je dis: «OK, bon», Mais tu vois? oui Effectivement, et faut et que ce soit ludique, quoi. mais oui et pareil pour les écrans. Moi, ma fille, elle a le droit de regarder les écrans uniquement quand je la coiffe, OK, parce que je voulais allier, bon, les cheveux et le plaisir. Bon, ça, c'est encore ouais. une autre histoire. Mais par contre, les écrans, c'est qu'en anglais ou que dans une langue Mmh. étrangère. OK. Elle a pas le droit de regarder l'écran en français Mmh. et voilà, donc très tôt, on a mis l'anglais et très tôt, on a fait des petits jeux en quand on est en train de dîner, dis-nous les 10 mots d'anglais que tu as appris aujourd'hui et puis, OK. en fait, très vite, sous forme de gaming, de jeu: «Tu connais plus de Mmh. mots que maman?» «Non» et puis, du coup, elle apprend, Mmh. puis voilà et puis à 4 ans, OK. elle est bilingue anglais, quoi, Mmh. Ah ça, c'est mais magnifique. ça s'accompagne et je pense qu'on est capable. Il faut pas qu'on ait peur, en fait, d'essayer. Il faut pas qu'on ait peur ce sera pas parfait, puis on sera pas, j'avais commencé à écrire un livre, enfin j'ai un projet en cours avec un des profs d'anglais de ma fille qui était: «Comment on apprend le plurilinguisme aux enfants?» et OK. comment très tôt on apprend aux enfants à s'ouvrir et à s'ouvrir aux langues. OK. Heu et moi très tôt, ma fille par exemple, j'ai intégré l'anglais et le chinois. Le Mmh. chinois quand elle avait 2 ans et puis l'anglais très tôt depuis bébé OK. et en fait, Les Chinois, toi, tu connaissais? non, moi je parle pas chinois. Parce que c'est ça qui peut être difficile. Je parle L'anglais, je pense qu'on parle tous, même si je on parle on pas un mot baragouine chinois. un peu, mais on se débrouille tous en anglais. Mais chinois, comment tu fais? Tu Mais as pris c'est des cours? Des mais je profs? je prends pas de cours, je suis très mauvaise en chinois, j'ai Ouais. essayé, j'y Non, mais arrive elle, pas. tu as pris un prof et tout? Oui. OK. Et puis je l'ai inscrit dans des cours de chinois et OK. puis en fait, encore une fois, c'est pareil, on entend cours de chinois, on se dit: «Ouh là là», mais dans le chinois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de musicalité et Mmh. le chinois, en fait, va aller chercher une connaissance, plutôt, je dirais, une partie du cerveau artistique, OK. créative. Ouais, pour la partie création, Exactement, OK. Pour la calligraphie et autres, OK. exactement et du coup, Excellent. en fait, très petite, enfin voilà, nous on a commencé comme ça, puis Mmh. on a pris une prof, mais elle jouait dans sa chambre par terre. Elle jouait à OK. la poupée, à la Barbie, elle faisait Mmh. des dessins, mais c'était, tout en chinois. Ah, c'est top ça. Donc je pense qu'il faut pas qu'on ait peur, nous, en tant que parents, Ouais, faut d'oser, adapter. d'essayer, de Mmh mh. s'adapter Mmh et mh. puis de prendre des petites choses. Mais Ouais. dans tous les cas, c'est des cadeaux qu'on fait à nos enfants et là, on les prépare à, s'ouvrir davantage, on les prépare à l'excellence, on les prépare à s'adapter Ouais. et ils comprennent que le monde est grand, ils comprennent que le monde n'a pas de frontières Mmh. et moi, je pense que enfin voilà, en faisant ça, en tout cas, on commence à semer des graines Ouais, je suis pour d'accord. préparer à l'excellence et je pense qu'il faut qu'on soit très à l'aise avec ça.
Je suis tout à fait d'accord. Plus qu'à l'aise, faut qu'on soit intentionnel. Moi, je dis toujours, tu C'est vois, ça. dans cette démarche. Je suis d'accord avec toi. Et donc, tu as fait cette école, cette prépa. Après, tu as fait HEC, c'est ça? Non, alors Et moi j'ai fait une prépa HEC. Quand on fait ah une OK, prépa HEC, on postule. Il y a 3600 écoles de commerce en France OK, et on postule pour rentrer dans le top 30. OK, Et du coup, j'ai fait Schema Business School. OK. Mmh. Et de là-bas, j'étais à Lille. Mmh Je suis partie à Lille. Heu, voilà. Et mh. puis c'est là où j'ai fait ma spé en finance et mon double diplôme en audit. OK. Après, tu bosses. Hem, Qu'est-ce qui fait que, quand on a une grande carrière, en tout cas, tu m'as expliqué en off que tu as réussi à monter les échelons, Mmh. au sein dans le domaine de l'assurance, jusqu'à devenir directrice commerciale. Mmh. Donc, bon poste, tu vois? J'imagine que tu gagnais bien ta vie, Ouais. des responsabilités. Tu manageais combien de personnes? Je pilotais une, trentaine de personnes. 30 personnes. Pourquoi tu pars? Tu vois? Et encore les gens qui losent en France, on peut comprendre, tu vois? Ils se disent: «Bon, je vais aller un peu comme les pirates, je vais aller chercher mieux dehors». Mais là, tu aurais pu, vivre une vie totalement épanouie financièrement en France. Qu'est-ce qui fait que tu te dises: «Je vais rentrer aux Comores, je vais rentrer en Afrique», enfin voilà? Mmh, à côté du business, de ma vie pro, de ma Mmh. carrière pro chez Generali où effectivement j'ai évolué très rapidement et à des Mmh. postes assez stratégiques, hem, moi j'ai toujours gardé en fil rouge le milieu associatif. D'accord. Ça veut dire que j'ai toujours gardé un pied qui me permettait de ne pas oublier d'où je venais et Mmh. derrière ça, en fait, après ma prépa, je suis devenue marraine d'association où j'ai OK. accompagné pas mal de jeunes de quartier à intégrer des cursus grandes écoles. Mmh. Après je Un suis dev mentorat Ouais, de exactement. OK. Je coachais pas mal de jeunes en disant: «Vous êtes capables, vous pouvez y arriver». Mmh. Puis il y a des concours passerelles, même si vous passez pas par une prépa, il y a des concours passerelles pour pouvoir entrer en école de commerce et Tout cetera. à fait. Hem, Après j'ai accompagné pas mal de jeunes, avec Proxité. C'était des jeunes qui sont sortis du milieu scolaire, puis des jeunes filles avec Capital Filles, où c'était plutôt une logique de rôle modèle en tant que femme, comment tu fais et cetera. Et puis j'ai aussi eu l'occasion de beaucoup voyager Ouais. et de partir, chaque année pendant une petite dizaine d'années, dans un pays étranger, OK. entre, 4 et 12 semaines pour bosser Mmh. sur des projets de développement OK. et en Asie et en Afrique. Ouais, tu avais un vrai cœur pour le développement alors. Oui. C'est pas une lubie qui t'a pris un Ah non, jour, pas prise du de la tout. quarantaine? Non, pas du tout OK. et en fait, du coup, j'ai été en Indonésie, à Lombok. Il y avait eu un tremblement de terre là-bas. J'ai participé à la reconstruction d'une école. J'ai été, au Sénégal. C'était un projet pour, lutter contre, les mariages précoces. On a monté une pièce de théâtre. J'ai été en Mmh. Tanzanie, pour un projet d'accès à l'éducation des enfants du Kilimandjaro, Mmh. au Bénin pour un projet, de sécurité alimentaire avec le OK. centre Songhai et cetera et cetera. Et en fait, Mmh. de là, tu vois les réalités locales. Moi, je dormais chez les pêcheurs, j'étais avec les agriculteurs. Mmh. Enfin, pour moi, vraiment la terre, je passais beaucoup de temps, en fait, avec, les locaux et en fait, de Mmh. là, tu vois les réalités du pays, tu vois les Mais possibilités, d'où ça te vient, tu vois ça? les opportunités. Mais j'imagine, mais tu vois, pourquoi enfin, je vais pas dire tu t'embêtes, mais d'où est-ce que ça te vient, ce désir-là d'aller, chercher à impacter? Est-ce que depuis que tu petite, tu étais comme ça? Est-ce que ta mère t'a dit: «Oui, mais grandis, mais impacte»? Enfin voilà, qu'est-ce qui dans ton histoire détermine ça? Est-ce Moi, que j tu l'as identifié m d'ailleurs? Moi, j'ai toujours vu ma famille beaucoup aider OK. et beaucoup tendre la main et beaucoup aider ma famille de manière globale, voire même Mmh. se sacrifier pour ma Mmh. famille. Je pense que ça, c'est resté et Mmh. puis à côté de ça, moi, je me suis toujours dit que ce qu'on a comme compétence, ce qu'on fait, c'est une responsabilité et la OK. question, c'est, moi, je crois beaucoup au fait qu'on fait partie, nous, des privilégiés de ce monde et la Mmh. question, c'est, comment est-ce qu'on est utile aussi pour d'autres et moi, j'ai toujours voulu et ça c'est depuis petite, hein, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours tendu la main, j'ai toujours, Mmh. été dans pas mal de projets associatifs, Mmh. hem et en fait, moi, ce qui m'a fait partir, c'est que oui, j'ai eu ce cheminement autour du monde du développement et je partais et du coup, ça m'a fait rencontrer beaucoup de monde et quand j'ai été mutée à Lyon, je suis devenue ambassadrice d'une fondation internationale qui Mmh. s'appelle The Human Safety Net Mmh. et en gros, je travaille sur 2 volets. J'accompagnais bénévolement, un programme pour les réfugiés et un programme pour les familles. Mmh. Et en gros, pour les réfugiés, je coachais des réfugiés, je donnais des cours, de français à des réfugiés. J'utilisais mon réseau, j'étais buddy, enfin, en gros, j'étais amie avec pas mal de réfugiés. Mmh. Parce que pareil, ce que les gens ne voient pas, c'est que, plus de 80 des réfugiés ne parlent à personne à part l'administration et la police. OK. C'est des gens qui sont extrêmement enfermés, qui sont qu'entre eux, ils peuvent pas s'intégrer, ils peuvent pas progresser. Enfin, moi, ça m'a toujours beaucoup touchée parce qu'à chaque fois que je voyage, moi, on me tend les bras, les gens m'ouvrent leur cœur et Mmh.
Du coup, moi, j'ai toujours voilà, voulu tendre la main et puis en tout cas, puis il t'apporte tellement, t'apprends tellement de choses. Et Mmh. dans le programme famille, j'étais marraine d'une maison des familles à Mmh. Vaux-en-Velin, c'est dans la OK. banlieue lyonnaise. Ouais. Et c'était un projet avec Secours catholique et Apprentis d'Auteuil. Et en gros, moi, j'utilisais mon réseau business où j'avais pas mal de gros partenaires, de gros clients qui nous donnaient de l'argent pour pouvoir financer des actions auprès de ces familles-là. Donc, on allait OK. en vacances avec les familles. Moi, Mmh. j'amenais ma fille. Hein. On allait des enfants qui avaient jamais vu la plage. On est parti au lac des Sapins. On les amenait au musée. Voilà. Et puis moi, j'avais mis à disposition dans mes locaux un bureau pour que les enfants puissent venir faire leurs devoirs. Parce que Mmh. nous, à Lyon, on était à rue du Ken. C'est juste à côté du parc de la Tête d'Or. OK. Ouais. C'était un lieu très, je dirais, voilà, les lieux un peu huppés de Lyon. Mmh. Et du coup, c'était pour dire aux enfants, mais en fait, vous êtes capables, Mmh. vous méritez vous aussi de venir bosser dans ces lieux-là. Mmh. Et voilà. Et en fait, moi, quand je voyais tout ça, je vivais tout ça. À la fois, je sortais de mes rendez-vous clients avec des dîners, des restaurants, il y a énormément dans le commercial, il y a beaucoup de relationnel. Ouais. Et voilà, du coup, moi, une bonne partie de mon activité, c'était beaucoup de relationnel et de mondanité. Mmh. Puis tu te poses la question, tu dis: «Mais là, je sors d'un resto, j'ai payé ce prix-là» et puis à la fois, tu vas donner un cours de français à quelqu'un qui dort dans un camion. Mmh. Voilà, ça questionne, en fait. Et C'est là, vrai. tu te dis: «Mais est-ce que la vie, elle peut pas être autrement et est-ce que je peux pas contribuer à ce qu'elle soit autrement?» Et Mmh. voilà. Et puis moi, je voulais transmettre à mes enfants cette notion de liberté. Ouais. Soyez libres de Mmh. faire, d'être et d'aller où vous voulez, peu importe le défi que Mmh. vous voulez porter, quoi. OK. Et ça, pour moi, c'était fondamental. Et Donc ça passait par, tout brûler, presque brûler le navire et on s'en va? même si ça passe par ça, en fait, Mmh. moi, c'est ce que j'ai dit à ma fille. À l'époque, j'en avais qu'une, c'est: «Faut pas avoir peur d'essayer, faut OK. pas avoir faut se faire confiance». Et Mmh. donc je me suis dit: «Si j'ai pu construire tout ça pendant toutes ces années, en fait, je rebondirai et puis si ça marche pas, tant pis». Mmh. J'ai envie de dire, je ferai un pas en arrière Ouais. et puis je me suis dit: «Il y a pas mort d'homme, en fait». Mmh. Et voilà. Donc c'est comme ça qu'après j'ai repris les études, j'ai intégré Sciences Po. Je me suis spécialisée dans, tout ce qui est projet de développement et de coopération internationale OK. et je me suis dit: allez, c'est parti». Mmh. Et c'est reparti donc tu décides de retourner aux Comores. Enfin de partir aux Comores d'ailleurs. Tu étais déjà allé avant? Alors j'avais déjà été, plusieurs fois, Mmh. hem, mais moi j'ai toujours été un peu loin de la communauté. OK. Comorienne? J'ai toujours été un petit peu loin parce que quand on suit un peu mon cursus pro que j'ai Mmh. eu, ça nous déconnecte d'une réalité. La Mmh. vie fait que on n'a pas le temps, on voyage beaucoup, on est, dans des milieux qui sont très loin Mmh. de nos milieux et de nos codes sociaux. Et Mmh. moi, c'est l'associatif qui a fait que j'ai toujours gardé les pieds sur terre. Mais tu as pas fait de l'associatif en direction des Comores. C'est ça qui est surprenant. J'en ai fait pendant Covid. J'ai OK. découvert justement, c'est là où je me suis posé la question en me disant: «J'ai fait plein de choses dans plein de pays». Mmh. Et quand il y a eu Covid, ma mère, elle s'est retrouvée, confinée chez moi. Ma Mmh. mère était aux Comores Mmh. et elle vivait avec ma grand-mère OK. et elle est venue me voir 6 mars, confinement. Mmh. Et ma grand-mère était toute seule aux Comores. Ma Ah. mère est fille unique OK. et ma grand-mère était toute seule aux Comores. Et là, je OK. me suis dit: «Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris, Mmh. là, potentiellement, comment est-ce que je m'en sers pour être utile Mmh. pour le pays d'où je viens?» Ouais, Quand je sais que demain, en fait, si, Covid touche quelqu'un, moi, ma grand-mère, elle sera la première touchée, en fait. tout à fait. Et du coup, Mmh. qu'est-ce que je fais? Mais si c'est ma grand-mère, en fait, c'est toutes les grand-mères demain qui seront touchées. Et c'est là où, voilà, j'ai eu envie, en fait, de m'impliquer pour les Comores, de Mmh. faire des choses. Du coup, j'ai cofondé un collectif qui s'appelait Mmh. Act Together, OK. où, en fait, pendant Covid, on s'est réunis, ça a été un projet de fou. On a fédéré, je sais pas, un peu moins de 3000 personnes en Oh, 3 mois. 3000! En fait, c'était un noyau dur d'une vingtaine de personnes, OK. puis une cinquantaine d'associations. Ces OK. associations avaient une Mmh. centaine, 200, 300, Ouais. 600 membres. OK. Et en fait, on a fédéré tout ce monde-là pour porter des actions très concrètes, aux Comores, sur Mmh. différentes thématiques, l'éducation, le sanitaire et l'alimentaire. OK. Parce que les Comores, c'est une île, hein. C'est-à-dire que Ouais. dès que tu es confiné, il y a plus de bateaux, Bah oui. il y a plus rien Et puis rien. et on était complètement enfermés. Mais du Mmh. coup, 87 de ce qu'on mange aux Comores vient de l'extérieur. OK. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'était compliqué. Ouais, Et c'était qu'est-ce qui très s'est pas compliqué. C'était comment les très gens compliqué. ont survécu? Du coup, nous, à notre petite échelle, encore une fois, hein, on a essayé en tout cas de fédérer un maximum de Comoriens de l'extérieur, de l'intérieur, pour organiser et structurer,
beaucoup, se sont repliés, du coup sur, encore plus sur l'agriculture vivrière. Et puis en fait, on a dû exploiter les ressources qu'on avait sur place, pour la grande majorité, Mmh. parce que tu as pas le choix Et ça a marché. et ça a fonctionné. C'est une leçon, en fait. C'est une grande Bah leçon, oui. il y a un enjeu à capitaliser dessus. Bah Ça oui. a pas forcément été, C'est ça la question, c'est est-ce été le qu'une cas. fois qu'on rouvre les frontières, on reprend la vie d'avant ou bien est-ce qu'on capitalise sur, tout ce qu'on a découvert pendant cette période-là? Moi, je dirais que chacun, je parlerai pas de au niveau national, mais je Mmh. dirais chacun individuellement a tiré, des enseignements là-dessus. Moi, en Mmh. tout cas, mon enseignement personnel, ça a été, j'ai envie d'être utile. J'ai vu à quel point il y avait des compétences, il y avait des talents, à quel point Mmh. c'était, sous-exploité, en fait, OK. et surtout à quel point le narratif, il était moi, tout ce que j'avais en tête et les perceptions que j'avais sur le continent, en Mmh. fait, quand j'ai travaillé avec eux, quand je les ai rencontrés, je me suis dit: «Mais, ça a rien à voir avec, ce que je vois et ce que j'imagine». Et c'est là Mmh. où nous, je pense que notre communauté, elle se rend pas compte que nous-mêmes, on a des biais. Bien sûr, Que nous-mêmes, bien en sûr. tant qu'Africains noirs vivant à l'extérieur, on pense ne pas avoir des biais, des préjugés sur notre continent. Mais c'est, Mmh. enfin, je pense qu'il faut tous qu'on se pose la question et qu'on se questionne, mais Mmh. on a, je pense, des biais qui sont, Non, c'est absolument, évident. Je suis tout à fait d'accord. Ne et serait-ce moi, que le voilà, syndrome de sauveur, c'est ça. et tous les biais que l'Occident a, Ben, forcément, on en est un peu teinté, quoi. exactement, Mmh. et je pense que c'est important d'en avoir conscience parce Mmh. que c'est ce qui fait aussi que on va appréhender notre manière de travailler en Afrique, de faire Mmh. du business en Afrique, notre volonté. On va avoir envie d'y aller, mais on va avoir 1 million de craintes, qui sont légitimes ou pas. Mais je pense qu'il faut, atténuer ces craintes-là, ou en tout cas, il faut faire un pas en arrière et prendre un peu de recul et se poser la question de: Mmh. «Qu'est-ce qui est finalement la réalité sur le continent quand on y est? Et quels sont les biais que j'ai, Mmh. que la société m'a donné, que le monde m'a donné?» Parce que finalement, moi je dirais que l'Afrique, le continent africain est tellement plus beau et tellement plus puissant que ce qu'on peut penser Mmh. et que ce qu'on peut imaginer. Mmh. Non, je suis tout à fait d'accord. Et raconte-nous ton jour 1 quand tu atterris là avec tes valises, tes 2 enfants sous le bras. Comment ça se passe? Hem, En fait, je suis arrivée aux Comores pour une mission de 5 mois. OK. Je suis arrivée avec mon bébé qui avait 4 mois Mmh. et ma fille qui avait 7 ans, Mmh. et je suis partie toute seule. OK. Et en fait, quand j'étais en escale en Éthiopie, franchement, j'ai eu peur. Je me suis dit: Maranta, je sais pas, qu'est-ce que tu fais là?» Qu'est-ce que tu fous là? Ouais. Sincèrement, ouais, j'ai eu un peu un coup de stress en me disant: «Bon, est-ce que tu prends la bonne décision?» Je voyais Mmh. mon bébé, 4 mois, elle était petite. Après, je savais qu'aux Comores, ma mère était là-bas, OK. et je me suis dit: «Bon, je vais pas toute seule». Après, avant d'aller aux Comores, honnêtement, moi, je suis dans une communauté qui s'appelle Comlink. Moi, j'ai la famille Comlink qui s'est mobilisée, qui m'a énormément aidée. Il y en Mmh. a un qui m'a trouvé un logement, l'autre qui m'a aidé à inscrire ma fille à l'école, l'autre qui m'a aidé à chercher une nounou, l'autre qui m'a prêté une voiture. Mmh. Enfin, honnêtement, parce que la mission, elle s'est faite de manière assez précipitée, et puis je vais Ouais. partir dans, genre 3 semaines, un mois, Mmh. et du coup, j'étais pas seule. Donc Ouais. ça, c'est déjà, c'est extrêmement important d'être Mmh. entouré. Quand, on part et qu'on veut retourner sur le continent, il faut s'appuyer sur, un écosystème, il faut s'appuyer sur une communauté, et je pense qu'il faut pas avoir peur de demander et de se renseigner. En tout OK. cas, moi, j'ai eu cette chance-là, et Ouais. ça a fait toute la différence. Mmh. Et le premier jour où je suis arrivée, j'arrive dans une grande maison qui était vide. Moi, j'ai pleuré. Ouais. Oh. C'est vrai, j'ai C'est pleuré, vrai? j'ai fondu en larmes. Je me suis Aïe, dit: aïe, «Qu'est-ce aïe. que je fais là?» Mmh. Ça va Même si tu étais là pour 5 mois? Parce qu'à la base là maintenant ça fait ouais, tu allais dire bientôt 4 ans. bientôt 4 ans. Mais au début tu t'es dit: «Bon, je suis là pour 5 mois, ça va». Non, en fait, Mais sincèrement, ça m'a fait peur. OK. Non, OK. j'ai fondu en larmes, Mmh. et puis je me suis dit: «Non, il faut que tu te reprennes parce qu'il y a ta fille», et ma fille de 7 ans me dit: «Maman, ça va?» «Oui, tout va bien». Je lui dis: «Tout va Mmh. très bien». Mais en fait, j'ai eu un coup de stress parce que, en fait, en arrivant, bref, la logistique n'était pas calée comme il fallait. Ouais. En fait, je pouvais pas allumer la cuisinière, puis, celle qui devait m'aider à la maison, elle était malade. Enfin, du coup, je me suis retrouvée, il y avait ma mère qui était là. Mmh. Mais voilà, c'est le En tout temps un cas, peu de, déjà que tu avais pas de repères, alors si les peu de choses que tu avais mis en place ne tenaient pas, tu étais complètement, voilà, déboussolé, quoi. Mmh. ça avait été un peu, bon, ça va Mmh. être difficile. Ouais. Et puis en fait, dès le lendemain, hein, j'ai pris la voiture, j'ai inscrit ma fille à l'école,
Ma mère m'a gardé la petite qui avait 4 mois. J'avais un rendez-vous, je me rappelle, dans l'institution, j'avais un rendez-vous. J'avais calé déjà 2-3 rendez-vous pro, en arrivant. Et puis en fait, quand il faut y aller, hein. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait que parce que j'imagine qu'il y a eu des moments où tu t'es dit: «Mais qu'est-ce que je fous là? Vaut mieux que je rentre». Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu restes malgré tout? Moi, je pense que quand on veut faire quelque chose, faut pas fuir à la première difficulté. Mmh. Quand on veut vraiment faire quelque chose et qu'on est au clair sur pourquoi on le fait. Moi, je venais de changer de vie. J'avais négocié un départ dans mon ancien boulot. J'avais tout quitté, ce que j'avais mis des années à construire, où enfin, ça a été des sacrifices énormes, quand tu es en prépa, quand tu es en école, quand tu travailles, quand tu évolues. Et en fait, quand j'ai mis tout ça de côté, c'est qu'au fond de moi, en fait, moi, j'étais au clair sur le fait que j'avais envie de m'impliquer sur le développement du continent. J'avais envie, d'apporter de l'impact, surtout d'apporter du développement. Moi, vraiment, quand j'entends le développement, c'est social business. Et vraiment cette logique de business, parce que beaucoup sur le continent, cette logique d'assistanat, moi, je trouve qu'elle tue le continent. Et du coup, je me suis beaucoup posé la question de comment, à mon humble échelle, en fait, on arrive à éduquer, à s'auto-tous éduquer, hein, mais à venir porter un autre message sur la définition du développement. Mais pour développer un pays, il faut se développer soi-même d'abord. Et du coup, moi, malgré toutes les difficultés, en fait, compte tenu de tout ce que j'avais, je dirais, mis de côté, mais parce que j'avais lâché prise sur le matériel. Moi, j'avais lâché mon BM, j'avais lâché, mais c'est vrai. En fait, il y a un moment donné, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. En tout cas, moi, j'ai dû essayer de faire ce travail-là sur moi en me disant, «Tu auras pas la même vie. C'est OK. Tu vas pas vivre dans le 5e arrondissement de Lyon, à Debrousse. C'est OK. Ta fille, elle sera dans un cadre qui sera différent. C'est OK.» J'ai préparé mes enfants, surtout Sassia, je l'ai préparé au fait que ce sera différent. Ouais. C'est OK. C'est pas moins bien, c'est différent. Tu compares pas, des choux et des carottes, c'est pas la même chose. Donc quand tu viens, faut pas venir, comparer en disant: «Oui, mais en France, il y a ça, ici, il y a pas ça». C'est pas la même chose. Donc tu auras pas la même chose. OK. Et du coup, une fois qu'on s'est préparé à ça et qu'on est au clair sur pourquoi on est là, en fait, malgré les difficultés, et il y en a, et puis, moi, ce qui a été difficile, ça a été tout ce qui était, confort un peu matériel, toutes les coupures d'électricité, C'est ça. c'est, Ça tape sur le système quand même un peu, hein. mais c'est plus que ça, hein. Honnêtement, c'est en fait, J'ai reçu des gens ici je crois que c'est Emilia de Femme d'Influence qui a dit, je crois, au bout de 24 heures sans électricité, elle était prête à rentrer, quoi. Tu vois? Nous, moi, j'ai déjà fait 17 jours sans électricité. 17. Faut être prêt, hein. 17. C'était le maximum en 4 ans. Ouais. Sinon, on a déjà fait 5 jours, 3 jours, 6 jours. Mais en Europe, vous ne vous imaginez pas ce que ça veut dire ne pas en avoir. Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte. Moi, je me souviens, quand j'étais à Bangui, je branche comme ça le téléphone, le chargeur, et je vois que l'électricité, elle sort pas. Et c'est con parce que tu sais qu'il y a pas d'électricité, donc Oui. c'est normal. Oui. Mais ça m'a marqué, tu vois? Mais quand tu as pas d'électricité, Tanguy, au-delà du téléphone, ça veut dire que tu as pas de frigo. Ouais. Ça veut dire que tu dois faire les courses tous les jours. Ça veut dire que, tu as pas de connexion, Internet. Ouais. Ça veut dire que, Même ton ordi, enfin, il y a plein de trucs. Il y a ça veut dire trucs. que, T'es vraiment paralysé. Après, t'as des générateurs. Ouais. c'est ça, c'est qu'après, ça veut dire qu'il faut qu'on s'organise, il faut mettre en place des générateurs. Mais, en fait, les gens ne se rendent pas compte, même si tu as un générateur, même si nous, à un moment, on avait des panneaux solaires, mais qui étaient pas assez forts pour le frigo. Mais en fait, quand tu te retrouves sans frigo, enfin, faut avoir conscience d'un point de vue logistique, ce que ça veut dire, ça change. tous les jours, de devoir aller faire des courses pour avoir du frais, pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir... Et en fait, tout ça, ça demande de l'adaptabilité. Mais est-ce que finalement, c'est plus important? Est-ce que c'est plus important? Oui. De pas avoir d'électricité? Non, évidemment, on en a besoin. Bah oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je me suis dit, faut pas que je me laisse décourager par ça. Ah bah oui. Pour moi, en fait, t'es obligé, tu fais avec. Tu dois faire avec, donc tu fais avec. Mais les témoignages comme le tien, en fait, c'est important de s'y préparer. C'est Parce ça. que je me dis que quand t'arrives, et tu peux craquer, vraiment. Mais bien sûr que tu craques. Ah, mais imagine, t'es en rendez-vous, t'es en réunion, t'es là, tu captes pas, t'as plus de batterie. Moi, des fois, j'ai pas pu faire des rendez-vous, j'ai plus de batterie. Voilà. Des fois, j'ai dû aller dans un, je sais pas, il est 20h, j'ai un call, décalage horaire,
J'ai dû aller à l'hôtel, prendre la voiture, aller à l'hôtel pour charger mon téléphone ou mon ordinateur pour faire un rendez-vous. Et je suis devant le Imagine. client, je fais comme si de rien n'était. Ouais. Bonjour, oui, tout va bien. Et toi, t'es là, tu te dis. C'est dur. Et toi, t'es là, tu te dis, mais en fait, Mm. et c'est pareil. Quand je pense au reportage documentaire qu'on a fait, en Mhm. fait, les gens voient la finalité, mais en Ouais. fait, ils se rendent pas compte que les Les conditions, contraintes et les conditions dans lesquelles tu as dû réaliser c'est ce pas documentaire. simple. Ouais. Et puis moi, je l'ai fait avec, on en reparlera, mais avec un jeune qui s'appelle Abou. Ouais. Il faudra qu'on en parle, ça c'est clair. Et quand on voit sa vie, quand on voit son histoire, quand on voit où il habite, Tu te dis, c'est un miracle de pouvoir faire ça dans ces conditions-là, quoi. mais Ouais. oui, Ouais. mais oui. Je sais pas si tu vois ce que c'est qu'une maison en tôle. Oui, j'en ai vu. Mais Je oui. l'avais même vu aux Antilles, ça m'a surpris. Mais ouais. Mais tu vois, quand tu vis dans des conditions comme celle-là, que tu vis dans une maison en tôle, en fait, tu fais comme tu peux avec les moyens que tu as. Tout à fait. Et du coup, quand tu essaies de produire quelque chose de qualitatif, en fait, tu le fais avec dignité, tu vois. Et tu le fais... et c'est là où on comprend la définition du mot résilience. Ouais, La résilience. je suis d'accord. Et en fait, quand tous ceux qui veulent rentrer en Afrique, tous ceux qui veulent développer des projets là-bas, il y a beaucoup de gens qui ont envie. Il y a beaucoup de gens qui fantasment le retour. Tout à fait. Mais il faut se préparer. 2, il faut pas comparer. Parce que si tu y vas en te disant non, mais de toute façon, ça va être dur, évidemment, tu n'auras pas la même chose. Soyons très clairs là-dessus, n'attendons pas à avoir la même chose. Sinon, n'y va pas. Ouais. 3, il faut faire preuve d'humilité. Parce que du coup, et ça, pareil, on en reparlera dans le reportage, mais les locaux le vivent de manière, c'est hyper dur. Eux, ils se sentent agressés, ils se sentent insultés, ils se sentent rabaissés. Ah ouais? Et c'est dur. Et nous, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte que quand on parle, eux, parce qu'il y a 1 million de biais, on a un contexte historique en lien avec la colonisation, un rapport qui fait qu'il y a la relation, elle est complexe. Et les biais sont complexes. Moi, quand je suis en réunion, mon travail, c'est de mettre en mouvement les gens. Et du coup, je reformule beaucoup, par exemple. Donc, je reformule en réunion, j'explique, et je reformule. Il y a quelqu'un en réunion qui m'a dit ah, donc, tu veux juste nous montrer que tu parles mieux français que nous, c'est ça? Ok. Et il me balance ça devant 15 personnes. Ouais. Il me dit, c'est ça, tu veux nous montrer que toi, tu parles français et que... Et moi, je lui dis, mais pas du tout. Et moi, je lui réponds en comorien, je parle pas très bien comorien, et je lui réponds en comorien, mais avec un comorien très fragile. Non, je voulais simplement m'assurer qu'on avait tous le même niveau de compréhension. Et en fait, il s'est renfermé tout de suite. Et en fait, moi, je lui ai répondu en comorien pour lui montrer aussi, moi, mes fragilités en comorien, tu vois. Et en fait, tout de suite, ensuite, il s'est apaisé. Et à la fin de la réunion, il est venu me voir et il m'a dit, écoute, je suis désolée, moi, je voulais pas... Non, c'est moi qui étais le voir. Je lui ai dit, mais pourquoi? Et il me dit, mais voilà, parce que de toute façon, les gens qui viennent de dehors, vous venez avec votre français parfait, vous venez nous montrer que nous, on sait pas parler français. Je lui dis, mais c'était pas le but. Donc, je lui explique mon travail. Et donc, je le faisais en comorien. Et vraiment, mon niveau de comorien, il est bof. Ok. Et en fait, il s'est apaisé. Et après coup, il me dit, mais le réflexe premier, le ressenti qu'il a eu, c'est, je suis en train de les insulter. Ouais. Et c'était pas mon intention. Ouais, de les rabaisser. Souvent, c'est ça, je pense. Mais c'est ça. L'impression que ça peut donner. Et du coup, nous, c'est pareil. Je pense qu'il y a une certaine catégorie que moi, je vois comme l'élite, tu vois, moi, je te vois comme l'élite du continent, de la diaspora africaine. Et du coup, moi, je trouve que parfois, on a un peu cet enjeu-là, justement, ces élites-là, à prendre conscience de ce que nous, on fait ressentir, de ce que nous, on provoque chez ceux qui vivent au niveau local. Ouais, et nous, on porte, et avec sincérité, avec le cœur, cette force et ce message de se dire... on a envie de contribuer au développement, on a envie, et c'est chez nous, ça coule dans nos veines, et c'est profond. Ouais. Mais je pense qu'il faut aussi se questionner de, quand on le fait, qu'est-ce qu'on renvoie à l'autre? Et la personne qui vit là-bas et qui reçoit ce message, comment elle le reçoit et comment elle le vit? Tout à fait. Et nous, j'ai le sentiment, je sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses? J'ai le sentiment que il y a encore un travail à faire là-dessus. Ah, mais absolument. Vraiment. Et nous, on l'avait beaucoup identifié au niveau du syndrome du sauveur. Ouais. Je pense qu'on commence à en revenir de ça. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis et qui ont vu que tu vas pas sauver l'Afrique, tu vois, personne t'attend. Et c'est un message qui commence à revenir beaucoup. Ouais. Ce que j'ai entendu aussi, et ça dès le début du podcast en 2020, les personnes que j'avais reçues, et je me souviens très bien de Jean-Pierre Sec, et même un peu de temps après, Sandy de Abena Africa, tu vois. Ouais.
les deux m'ont dit quelque chose. Ils m'ont dit, c'est l'Afrique qui m'a reconnecté avec mon humanité. Et donc, Exactement. quand il te dit ça, c'est une manière de te dire, mais en fait, l'Afrique a plus à t'apprendre que toi, tu n'as à apprendre. Et donc, ça, c'est un message aussi que j'essaie de faire passer, Oui, oui. sans pour autant dire, parce que d'autres gens m'ont reproché, en me disant, oui, mais se dire ça, c'est un peu rabaisser l'Africain en disant que lui, il a encore un stade primitif, très proche de l'humanité, de la terre. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver là-dedans, mais le message doit quand même être celui-là, de dire que l'Afrique peut t'apporter plus que tu crois pouvoir lui apporter. Est-ce que toi, c'est ce que tu as vécu aussi? Ah mais je vais rebondir sur alors oui, c'est ce que j'ai vécu et moi de manière enfin sincèrement, moi ces 4 ans, ils m'ont transformée. Ok, Ils m'ont transformée. Je j'ai appris à vivre plus simplement, ok. à être moins dans le matériel et dans le superficiel. Hmm. Hem, Bah, parfois je prends le taxi et il est complètement, Ouais, et oui, mais c'est pas mon BM, ouais. c'est pas grave. Ma voiture, Hmm. c'était mon bébé en France. Tu l'as beaucoup cité, on comprend que tu avais un attachement. C'était mon bébé Hmm. et en fait, bah, tu lâches prise et c'est pas grave. Ouais. Tu apprends à ne pas avoir. Ouais. Mais c'est marrant parce que moi, il y a des gens qui vont en Afrique et quand je vois qu'ils ont un meilleur train de vie que celui qu'ils avaient ici, En pour fait, le coup. alors je vais te dire, ça va dépendre. Ouais. C'est-à-dire que d'un côté, évidemment, mon train de vie sur bien des aspects, il est beaucoup plus confortable, il est mieux. Mhm. Et puis après, c'est pareil, quand tu arrives, il faut avoir la patience de se dire que ça va aller mieux. Ouais. Maintenant, ça fait 4 ans, Ouais, alors. si je suis installée, c'est beaucoup mieux. Mais en fait, Hmm. quand tu arrives, tu sais pas, tu découvres, tu apprends Ok. et donc tu t'adaptes. Ok. Donc, bah, tu t'adaptes. Hmm. Et donc oui, en ce sens, c'est un meilleur train de vie mais à la fois, moi, je travaille et j'ai fait le choix d'aller rencontrer ceux qui vivent dans les territoires, Ouais. de travailler avec les locaux. Ouais, en dehors de la capitale, c'est Oui, ça. Hmm. moi avant mes clients et mes partenaires, c'est les patrons du CAC 40. Hmm. C'est, les directeurs généraux des très grosses boîtes, du coup, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Tu comprends? Donc c'est en Hmm. ce sens où je te dis, j'ai appris à faire plus simple, à vivre plus simplement. Hmm. Quand avant, ma question c'était, «Mince, il y a pas de dispo dans un hôtel 4 étoiles, où est-ce qu'on va dormir?» Hmm. et on me disait: «Bah 3 étoiles». Non. Ok. Ouais. Hmm, 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 hmm. Bah, écoute après, moi je mange par terre dans une maison en tôle avec des locaux et on partage ce qu'il y a et puis quand il y a pas et c'est pas Hmm. grave et puis en Hmm. fait on discute et c'est OK. Ok. Tu vois ce que je veux te Ouais, je dire? vois très C'est bien. en ce sens où quand je dis: «Tu apprends à faire plus simplement» et tu apprends surtout à comprendre que ce plus simple et ben, il est tout aussi bien et il a Hmm. autant de valeur Ok. et si ce n'est plus, parce qu'en fait, il te reconnecte et là, je reprends ton point où tu disais, oui, quand on met le continent, dans l'humanité, c'est comme si on les met dans un état C'est primitif. ça. Non, là, ça ramène à un état. C'est un point qui est fondamental, c'est la Hmm. notion de valeur humaine. Hmm. C'est la notion de valeur humaine. On est le continent africain et j'ai pas fait que les Comores, j'ai fait plusieurs autres pays et tu le vois dans les autres pays, ils ont quelque chose d'extrêmement puissant qui est fondamental et qu'on doit surtout pas perdre. Mhm. C'est cette solidarité, c'est cette humanité dans le sens où on va penser au collectif et le collectif a une place probablement qui est plus forte que l'individu. Hmm. Et quand on réfléchit comme ça, en fait, tu comprends que tu es jamais seul. Ouais. Tu comprends que tu peux faire énormément de choses si tu Mhm. respectes ce collectif, si Ok. tu comprends les règles de ce collectif, si tu arrives à créer cette harmonie-là pour construire et bâtir ensemble. Ok. Et donc nous, on vient de l'extérieur avec un mindset, mine de rien, qui est extrêmement individuel, Hmm. Tout à fait. avec un état d'esprit et une vision extrêmement, je dirais, j'ai pas envie de dire occidentale pour pas opposer Hmm. l'Occident et l'Afrique. Ah, moi, je le dis, moi. Moi, je le dis. Mais c'est pas Moi, je suis pas dans... occidental fondamentalement. Mais c'est le développement occidental qui fait que, tu vois. Oui, C'est le capitalisme, c'est, pour moi, individualisme et capitalisme, ça va ensemble. oui, mais parce que je te dis ça dans le sens où moi, j'ai vu plein de personnes qui vivent ou qui sont dans l'Occident, mais Hmm. qui ont aussi une vision très communautaire et très solidaire. Donc, Oui. c'est vraiment une question de, au-delà de là où la personne est, c'est de valeurs humaines, tu vois. Hmm. Et c'est ces valeurs humaines que porte profondément le continent. Moi, je trouve que on a un enjeu à justement à se nourrir de ça Ouais. et à se dire, un, à le conscientiser, deux, à se dire, ok, comment moi je contribue à ça? Est-ce que je respecte bien ces valeurs-là? Hmm. Est-ce qu'elles sont
comment est-ce que j'arrive à m'en servir pour me développer moi à titre personnel, Tout à fait. pour transmettre ces valeurs à mes enfants parce qu'ils sont les adultes de demain et pour être utile pour la communauté, tu vois. Tout à fait. Tout en ayant toujours cette logique business. Encore une fois, moi, pour moi, ça, c'est un fil rouge. Et on doit jamais se détacher de ce fil rouge business, Tanguy. Tu sais, si on s'en détache, en fait, tu pourras pas aller vers un développement qui soit Pérenne. Ouais. Mais par contre, si tu veux que ton développement soit pérenne et durable, tu es obligé d'intégrer les populations, tu es obligé d'intégrer la société à l'intérieur. Ouais, on est Donc, d'accord. pour tous ceux qui portent des business en Afrique, posez-vous la question de quelle place vous donnez à la société, quelle place vous donnez au territoire, comment est-ce que vous travaillez avec les communautés pour développer vos projets. Et souvent, moi, j'ai le sentiment, et je le vois, qu'il y a parfois une décorrélation entre je viens avec mes idées, très belles idées, des projets extrêmement structurés, avec un bon business model. Mais en fait, si ce projet il est complètement déconnecté de la réalité locale et déconnecté des territoires, comment tu le pérennises? Ça va pas. Ou bien ça va prendre le chemin du capitalisme et du modèle occidental. Et on a vu tous les biais. Tout à fait. Et tous les inconvénients. Et c'est bien tout ce que tu parles de ça parce que, je sais pas, je pense pas que tu le savais, mais nous, on parle beaucoup d'Ubuntu dans Black Network et aussi sur le podcast. Et l'Ubuntu, c'est exactement ce que tu décris. Tu vois, je suis parce que nous sommes. Et donc, il y a la notion de je ne m'épanouis moi en tant qu'individu que si le collectif aussi est épanoui et je ne m'épanouis que à l'intérieur d'un collectif. Et la société occidentale, pour moi, parce qu'elle a tout donné, alors, elle a collectivisé un certain nombre de choses, mais ça nous a rendu encore plus individuels. La sécurité sociale ou toutes les aides sociales font que t'as plus besoin de compter sur ton voisin, t'as besoin de compter que sur toi-même, t'as payé, en plus t'étais d'assurance, donc tu connais, t'as payé tes assurances, tu dis j'ai besoin de personne, vu que j'ai tout anticipé. Exactement. Et c'est ça qui a pour conséquence d'individualiser les gens, de les séparer. Exactement. J'ai vu des gens, moi je me souviens d'une prof de fac, elle est morte, et c'est son corps qui puait, qui a fait en sorte que les gens sont venus la sortir de chez elle, tu vois. T'imagines? Et ça, c'est pas possible, ça veut dire qu'elle était toute seule. C'est-à-dire que personne n'est passé la voir, ça veut dire que Personne s'est inquiété de savoir où est-ce qu'elle était, tu vois. Où elle est. Et ça en dit long sur notre société et sur la société occidentale. Et c'est pas là qu'on veut aller quand tu disais des conséquences. C'est pas là qu'on veut aller. En tout cas, j'espère pas, tu vois. Et il faut surtout pas aller vers ça. Mais c'est pour ça que, encore une fois, prenons du recul et analysons le mode de fonctionnement actuel et posons-nous la question de qu'est-ce qui est intéressant de garder, qu'on va pouvoir venir nourrir. Tout à fait. Et sur le continent, quelles sont les forces sur lesquelles on a envie de véritablement capitaliser dessus pour pouvoir développer. Tu vois. Moi, là, par exemple, je travaille sur un projet pour accompagner le financement du secteur agricole informel aux Comores. C'est un projet de banque agricole. C'est un système de financement solidaire, je dirais. Je vais pas rentrer dans la technique. Mais en gros, l'idée, c'est comment est-ce qu'on finance le secteur informel à se développer, comment on finance l'agriculture informelle à se développer, quand aujourd'hui, si tu veux faire un prêt financier, tout est informel. Ouais. Donc, la banque ne te prêtera pas. Ou si jamais on veut te prêter, du coup, on va te demander en garantie ta maison, tes terrains, etc. Et potentiellement, le projet n'est pas assez structuré. Bref, tu perds tout. Et donc, ça t'appauvrit encore plus. Du coup, bref, je travaille sur ce projet-là. Et en fait, pour moi, et c'est pareil, ce projet-là, j'ai travaillé avec les territoires, avec les locaux. Et en fait, plutôt que de venir leur dire, venez, on monte une banque, moi, je leur ai dit, expliquez-moi ce qui fonctionne chez vous. Et du coup, on a travaillé en intelligence collective. J'ai animé des ateliers d'intelligence collective au niveau local dans les villages. Ça a duré 2 ans. Et on a réfléchi sur quel serait le meilleur modèle. Et donc, en fait, finalement, qu'est-ce qu'on retient? Ce qui fonctionne, c'est la solidarité. Ce qui fonctionne, c'est les tontines, où chacun met de l'argent un peu tous les mois. Ce qui fonctionne, c'est le mobile money. Parce que, en fait, ils payent avec, ils reçoivent de l'argent, des transferts. Ça, ils savent s'en servir. T'as pas besoin d'Internet. Un petit téléphone tout simple USSD, ça fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est la pression de la communauté, de la société. Si tu payes pas, de toute façon, et que tu rembourses pas, t'as toute la pression sociale qui fait que, de toute façon, tu es obligé de rendre. Et quand on réunit ces ingrédients-là, eh bien, on a mis en place un système de financement solidaire en mettant un fonds de garantie où chacun cotise tous les mois. C'est son argent individuel. C'est mis dans un pot commun qui est une cagnotte collective qui fait que et tu mets cet argent avec le mobile money. Comme ça, tout est tracé, tout est sécurisé. Et quand demain, tu veux venir emprunter de l'argent, tu peux emprunter 3 fois la somme que tu as mis dedans. Et la communauté est collectivement solidaire et il y a des règles pour pouvoir se faire. Et quand tu as fini... Et si tu rembourses pas, comment on fait? Tu as tout le village qui tombe dessus. Tout le monde est au courant? Tout le monde est au courant. Ah, c'est bien ça. Tout le monde est au courant et le village était d'accord
et a pris la responsabilité de dire, OK, on te prête. Ouais. Mais par contre, si demain, c'est pas, Tu rembourses tu pas. rembourses pas, bah, de toute façon, on ira voir ta sœur, ta mère. Bah Enfin, oui. Ouais. c'est la communauté. Ah, c'est bien ça. Et du coup, le projet, il est en train de se développer comme ça. En très peu de temps, on avait plus de 1000 adhérents. Et il y a un engouement énorme autour de ce projet-là. Et moi, je trouve que, tu vois, c'est des réflexions où on regarde ce qui se passe à l'extérieur, toutes les innovations qui fonctionnent bien, et on capitalise sur notre force Tout à fait. et nos valeurs traditionnelles. Tout à fait. Et quand on arrive à mélanger ce genre d'approche, eh bien, finalement, on arrive à développer des projets qui se pérennisent et qui sont portés par les populations locales et qui apportent du business, beaucoup de business, et qui apportent le développement des populations. En fait, il n'y a pas de décorrélation entre... Enfin, de différences trop importantes entre le système que tu importes et celui qui existe, de telle sorte que la réussite du projet est quand même plus importante. Les chances de réussite du projet sont plus importantes, quoi. Elles sont beaucoup plus fortes. Ok. Faut qu'on parle quand même du documentaire, parce que là, on parle beaucoup. Oui, bien sûr. Explique-nous, Racines Croisées, quel a été le point de départ de ce projet? Alors, j'ai fait exprès de te donner plusieurs petits exemples sur la vie, sur le quotidien, sur un peu le lien. Et justement, tous ces projets que je fais au niveau local avec les populations, mais aussi avec les institutions et avec différentes organisations. Et en fait, quand tu fais tout ça, tu te rends compte qu'on peut faire énormément de choses. Tu te rends compte que le continent n'a pas de limite et tu te rends compte qu'on a la possibilité de développer des choses. La question, c'est comment on pérennise tout ça? Pour pérenniser tout ça, en fait, il faut avoir le bon état d'esprit. J'ai vu des populations avec lesquelles on a travaillé et qui se sont impliquées, qui, à la fin, m'ont dit « Oui, mais en fait, ceux qui partent ont plus de chance. Oui, mais de toute façon, tu te rends compte que à l'extérieur, c'est mieux. Oui, mais tu te rends compte que oui, mais là ça marche parce que Marouata, t'es là et qu'on est ensemble. Mais en fait, quand on n'est que nous, ça peut pas marcher. Et nous, on n'y arrivera pas, ça marchera pas. » En fait, quand tu entends ça, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas y arriver? Non, mais pour réussir ici, il faut partir. Et cette phrase, pour réussir, il faut partir, tu dois partir, coûte que coûte, tu dois partir. Moi, pour moi, cette phrase, elle est intolérable. Ouais. Elle est intolérable. Et est-ce que tu peux me parler de ta grand-mère? Elle est intolérable parce que ma grand-mère, c'est ce qu'elle a dit à ma mère. C'est ça. Ma mère est née fille unique. Et elle est née aux Comores, ma mère. Et en fait, ma grand-mère a mis du temps avant d'avoir ma mère. Et quand elle est née, 14 ans après son mariage, c'était sa fille unique, c'était son bébé. 14 ans. Ah ouais. Elle a mis du temps. La pression du village, là, elle devait être importante. Elle devait être forte. Bah oui. Mais surtout, ça montre aussi à quel point un enfant, c'est précieux pour tout parent. Mais ça montre à quel point il y avait un lien qui était fort. Bien sûr. Et en fait, ma grand-mère, elle était convaincue que pour que ma mère réussisse, il fallait qu'elle parte. Coûte que coûte. Il fallait qu'elle parte et qu'elle aille en France. Donc ma mère, en fait, elle est partie en France quand elle était extrêmement jeune. Mais à quel moment, moi je suis maman aujourd'hui, je suis mère de famille, ça veut dire que à quel moment aujourd'hui un parent va se dire mon enfant ne peut que réussir s'il est de l'autre côté. Donc je laisse mon enfant partir et je ne le garde pas avec moi parce qu'il sera mieux à l'extérieur. Peut-être que c'était vrai à l'époque aussi, non? Peut-être que c'était vrai à l'époque, mais en gros ce que je veux dire c'est que du coup, une société entière s'est construite avec ce message. Et des générations aujourd'hui se construisent avec ces messages. Parce que quand moi j'ai décidé de faire le chemin inverse, parce que du coup moi ma mère elle arrive en France avec cet esprit-là de faut travailler honnêtement, faut travailler dignement et on doit réussir en France. Mais ma mère elle avait une partie de son cœur qui est toujours restée aux Comores. Forcément. Et elle s'est sacrifiée tout ce qu'on avait, en vrai elle l'envoyait aux Comores. Le peu qu'on avait elle l'envoyait. Et du coup moi je voyais les Comores en me disant mais pourquoi est-ce qu'on a le sentiment que quand on est là-bas, que quand on est, comment dire? Pourquoi est-ce qu'on a le sentiment que quand on est en France, on doit forcément se sacrifier? Pourquoi on a le sentiment que là-bas, forcément, ça veut dire misère? Comores égale misère, Afrique égale misère. Pourquoi? Et en fait, moi, quand j'ai eu mes enfants, en fait, j'ai ressenti ce besoin de me dire moi, j'ai envie de me poser la question sur qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants. Personnellement, moi, j'ai fait un gros travail sur moi. Moi, je suis très sensible à la psychologie, à l'analyse. Je suis très sensible à tout ça. Je pense que c'est important de se questionner sur nous, notre identité, sur notre héritage. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et en fait, quand je suis devenue maman,
moi, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à ma fille? Qu'est-ce que j'ai envie de lui transmettre véritablement? Et je pense que le plus beau cadeau que je pouvais lui transmettre, justement, c'est cette identité-là. Parce que moi, je me suis retrouvée déchirée entre plein de monde. Je me suis retrouvée entre des gens qui avaient beaucoup, des gens qui avaient peu, mais du coup, moi, je suis où? Je me suis retrouvée entre l'Afrique et entre la France, mais du coup, moi, je suis où? Et en fait, quand tu te poses toutes ces questions-là, bah, t'as beau avoir beaucoup, bah, tu te sens perdu. Et moi, j'avais pas envie que mes filles, que mes enfants ressentent ce sentiment-là. Et moi, je pense que le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, c'est de lui dire et de lui transmettre son héritage et son identité. Donc oui, moi, j'ai eu peur d'aller en Afrique. Oui, j'ai eu peur de partir là-bas. Oui, il y avait plein de craintes et je ne connaissais pas. Mais en tout cas, je me suis dit, le cadeau que je fais à mes enfants là fait que demain, peu importe où elles iront, peu importe ce qu'elles feront, eh bien, elles y arriveront. Et quand je suis partie aux Comores avec mes enfants, ma grand-mère, elle me dit, tu peux pas élever tes enfants ici, repars. Ça, c'était violent quand même. Hein. Et aujourd'hui, elle a accepté, elle a compris? Là, elle est décédée il y a 2 ans. Ah, pardon. Okay. Elle est décédée il y a 2 ans. Mais ça a été un travail de pédagogie. Il a fallu lui expliquer. Je lui dis, mais si. En comorien, grand-mère, on dit Coco. Je lui dis, mais si, Coco, tu verras. Et en fait, j'essaie de la rassurer quand déjà moi j'avais des doutes et que je voulais rassurer mes enfants. C'est ça la difficulté. Là, je t'en parle. Bon, qui croient, c'est ça aussi. Là, je t'en parle, je suis émue. Mais je vois très bien. Pause. Là, je vois très bien. Tu vois ce que je veux te dire. Et en fait, moi, je dis à ma Coco, mais bien sûr que c'est possible. Et en fait, moi, c'est cette déconstruction-là qui était importante. Ça veut dire que ce message, il est ancré de façon tellement forte que quand elle me voit aujourd'hui en 2000, enfin là, c'était il y a 3 ans, donc en 2023, qu'elle me regarde avec mes enfants, elle me dit, repars. Est-ce qu'on peut pas porter un autre message? Est-ce qu'on peut pas écrire un autre récit? Est-ce qu'on n'a pas envie d'écrire un autre narratif? Est-ce qu'on n'a pas envie de transmettre autre chose aux générations qui arrivent que ce message, que ce message-là? Tout à fait. Et ça, c'est le documentaire. Et ça, c'est... Oups! Et ça, c'est le documentaire. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de lancer Racines croisées. Ok. Et ça, c'est le documentaire. D'accord. Et c'est pour ça que... Du coup, j'avais toujours eu envie de faire en me disant, par les images, tout ce que je fais au niveau du boulot, je construis des systèmes, j'agis sur les territoires, mais en fait, je me rendais compte qu'il manquait une brique dans mon niveau d'intervention, c'était les récits. Comment est-ce qu'on change les récits, à quel moment? Et les récits, c'est extrêmement puissant, parce que raconter l'Afrique autrement, c'est déjà transformer le continent. Et on est ce qu'on pense, on devient ce qu'on pense, on devient ce que l'on croit. Moi, je suis convaincue de ça. Du coup, si tu dis, je peux pas y arriver, bah, tu n'y arriveras pas. Tout à fait. Si tu dis, bah, ici, c'est égal désespoir, bah, ce sera du désespoir. Et j'ai rencontré un jeune qui s'appelle Abou, Ouais. qui est incroyable, qui est passionné et qui n'a jamais voyagé, qui est né aux Comores, qui a grandi aux Comores, qui est né à Anjouan, qui est l'île la plus pauvre des Comores, qui est pas loin d'une région du New-Makele. C'est la région où il y a tous les départs clandestins vers Mayotte. Ok. C'est là où il y a les fameux Kwassa Kwassa. Ah oui, Et tout le monde connaît. Ils partent de là-bas pour aller à Mayotte clandestinement. D'accord. Et du coup, c'est une zone qui est extrêmement sinistrée. Il y a eu énormément de morts là-bas. Beaucoup de gens sont décédés. Puis de manière globale, bref, c'est une zone qui est difficile. Pourtant, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de potentiel. Mais quoi qu'il en soit, les gens qui sont là-bas, de manière globale, de toute façon, on ressent au-delà des gens qui sont là-bas, mais de manière globale, que les gens n'ont pas d'espoir. Moi, je pose la question à vous, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Je l'ai rencontré par hasard dans un tournage, bref. Et il me dit, les gens comme moi ne rêvent pas. Il t'a dit ça? Il m'a répondu ça. Il a quel âge? Il a 24 ans. C'est incroyable. Il m'a dit, les gens comme moi ne rêvent pas. Ok. Tu vois, là, je t'en parle, pareil, je suis émue parce que... Ouais, mais c'est extrêmement violent. Ouais. C'est extrêmement violent. C'est un pays où les gens ne rêvent pas, mais tu veux faire quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais oui. Tu comprends? C'est impossible. Et j'insiste et je lui dis, mais quand on a ton âge, on n'a pas le droit de répondre ça. Quand on a ton âge, bien sûr qu'il faut rêver. Et il me dit, mais comment tu veux que je rêve? Où est-ce que j'aurai des opportunités? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Où est-ce que je vais pouvoir aller? Et en fait, quand on entend ça, moi, je trouve qu'il y a une décorrélation extrêmement forte avec tout le mouvement qu'on entend ici au niveau des diasporas, où on entend le continent, c'est l'avenir, le continent, c'est le présent, il faut y aller, on y va, on a tous envie d'y aller. Mais encore une fois, moi, je pense qu'il y a l'élite
qui est dans cette dynamique-là. Ouais. Et moi, quand on me dit non, mais ça a changé en Afrique, maintenant plus personne ne veut partir, les gens veulent rester. C'est vrai qu'il y a une certaine catégorie qui est dans cette dynamique-là. C'est très bien. Mais encore une fois, n'oublions pas ceux qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas. Et je pense qu'il y a cet enjeu-là à les regarder. Moi, j'appelle ça, tu sais, c'est des gens que les gens, enfin, c'est des invisibles, en fait. Tout à fait. Et moi, j'avais envie de donner la voix à ces invisibles-là. Du coup, j'ai dit à Abou, j'insiste, il me dit, j'ai envie d'être j'aurais aimé être cinéaste, mais bon, il me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse du cinéma? Il me dit, il s'est formé tout seul, il est autodidacte, il a tout fait, mais vraiment tout seul. C'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, gentil, bien élevé. Et il a trouvé un boulot où, en fait, il fait quelques prises de vue et il bosse dans une bonne agence de com. Et en fait, finalement, je lui ai dit, viens, on fait le reportage ensemble. Et moi, j'avais ce projet de reportage depuis longtemps, et puis plusieurs personnes m'avaient proposé de le faire avec moi. Mais mon cœur, il a eu envie de le faire avec Abou, et j'ai dit, viens, on le fait ensemble. Et pareil, syndrome de l'imposteur, il me dit, mais quelqu'un comme moi, avec quelqu'un comme toi, mais parce qu'en fait, on a 2 parcours de vie fondamentalement différents. Ouais. On a 2 histoires de vie, mais fondamentalement différentes. Et en fait, on n'était pas fait pour se croiser. On n'était pas fait pour se parler. Et la vie a fait que, en fait, quand tu tends la main, quand tu vas là où on t'attend pas, quand tu vas, quand tu essayes d'aller vers les autres, c'est là où ça t'ouvre des portes, des chemins, et ça, moi, je trouve que ça crée une lumière qui est incroyable. Et du coup, c'est là où on s'est lancé, Abou et moi. Et l'objectif de Racines Croisées, c'est vraiment de déconstruire les préjugés qu'on a sur le continent et de porter de nouveaux récits, de créer des espaces de dialogue. Ça veut dire qu'en fait, en filmant, il y en a plein qui n'ont pas voulu qu'on les filme. Parce que les Comoriens déjà sont très pudiques. Et puis là, on allait sur des sujets très personnels, la définition du bonheur, ce que ça veut dire la réussite. Les gens voulaient pas qu'on les filme. Mais en fait, c'était pas grave. Parce qu'en fait, on avait créé cet espace de dialogue. Du coup, moi, j'ai passé mon temps à discuter avec plein de monde dans toutes les îles, et on s'est déplacés. Et en fait, en discutant avec ces personnes-là, du coup, ça ouvre des portes et ça ouvre l'esprit. Et puis là, on s'est donné rendez-vous pour la projection. Et voilà. Et donc, le premier épisode fondateur de Racines Croisées, c'est vraiment autour du lien humain. Là, maintenant, depuis qu'on échange, je pense que tu as dû comprendre à quel point, pour moi, ça, c'est quelque chose de très important. Tout à fait. Et du coup, le premier épisode fondateur, c'est autour du lien, et notamment du lien entre les diasporas et les locaux et les territoires, en se posant la question de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Est-ce que c'est possible d'être ensemble? Et alors, du coup, je vais te poser 2 questions. Est-ce que aujourd'hui, avec le recul, tu arrives à te dire que oui, c'est possible, première chose. Et Saïd m'a dit que les gens ont pleuré pendant la projection samedi. Pourquoi? Qu'est-ce qui faisait pleurer? Très clairement, c'est possible de travailler ensemble. Et Ouais. le message qu'on passe, c'est un message... Moi, je dirais juste c'est possible, et chacun viendra apporter sa réponse sur de quelle manière est-ce que c'est possible. Ok. Racines Croisées n'est pas là pour dire faites comme ci, comme ça. Surtout pas. Nous, on vient poser une réflexion, et chacun va se l'approprier de la façon dont il a envie, en fonction de son histoire, en fonction de sa vie, de ses enjeux, de ses émotions, peu importe. Moi, je suis pas là pour apporter une réponse toute faite. Donc, ce que je peux simplement dire, c'est que c'est possible. On a suivi 8 parcours, 4 personnes de la diaspora, 4 personnes qui vivent au niveau local, qui ont travaillé ensemble. On les a suivis pendant un certain temps, et on a suivi leur collaboration. Le reportage, il est vraiment focus sur le lien humain, ce que ça apporte, l'émotion sur les regards croisés. Il n'est pas là pour faire un bilan sur les projets de leur collaboration, mais vraiment sur le lien humain. Parce que moi, je suis convaincue que dès lors qu'on arrive à se comprendre, on se rencontre. Et quand on se rencontre, on peut créer et innover. D'accord. Mais le point de départ, c'est faut qu'on puisse se comprendre. Et donc ça a été le premier point. Donc oui, c'est possible. Et quand on voit la collaboration de Abou et moi, moi, je trouve qu'on est l'essence même, notre exemple de Racines Croisées. D'accord. Des parcours qui se croisent et qui finalement créent des choses incroyables parce qu'on s'est fait confiance, parce qu'on s'est écouté, et puis on a osé dépasser nos différences. Et ça, c'était pas toujours... C'est pas facile. C'était pas du tout facile. Ouais. Et oui, il y en a qui ont Pourquoi les pleuré. gens pleuraient? Ouais. Mais il y en avait plusieurs, hein. Oui, c'est ce que Saïd m'a dit. Il y en a eu plusieurs. Des hommes, des femmes, un Tunisien, 2 Marocains, une Antillaise, 2 Ivoiriennes. Enfin, vraiment... En fait, c'est un témoignage qui est universel, quoi. Exactement. Ouais. Mais parce qu'en fait, chacun... Moi, quand j'ai posé la question aux différentes personnes, ce qui était intéressant, c'est que à la fin de la projection, on a partagé un lien. Ok. Et dans ce lien-là, on a dit aux gens,
qu'est-ce que vous avez ressenti et que retenez-vous? On a projeté sur écran géant et du coup, on a lu les commentaires de tout le monde Ok. et on faisait défiler et on lisait, voilà, les commentaires de tout le monde. On était, je sais pas, 150 dans la salle Mhm. et en fait, quand tu lis les commentaires et que tu échanges après avec les gens, tu comprends que ch chacun a pleuré pour une raison différente. Hmm. Il y en a un qui s'est dit: «Mais en fait, je peux faire des choses pour mon pays. En fait, quand je vois là, je me sens inutile, je me rends compte que je suis passée à côté de plein de choses, je Mhm. me rends compte que j'ai eu peur». Il y en a une qui a pleuré en disant: «Mais moi, j'ai beaucoup complexé par rapport à mon accent. Là, Mhm. quand je vois ça, je me rends compte que finalement, en fait, je me suis fait des nœuds». C'était une Ivoirienne et Mhm. elle m'a tout de suite parlé de l'accent. Elle m'a dit: «Mais l'accent comorien et l'accent ivoirien, ils se ressemblent un petit peu» Ok. et hem et elle me dit, «Là, quand je les entends parler et que je vois ce qu'ils osent se dire, ils ont pas eu honte de parler, ils ont pas eu honte d'assumer leur accent». Hmm. Ok. Je m'attendais pas à ce qu'elle me dise ça, par exemple. Il y a une autre personne, qui me dit: «Mais moi, en fait, là, quand je regarde ça, je me rends compte que c'est vrai, je jugeais, les gens qui vivent là-bas et je me Hmm. rendais pas compte que, sans le faire exprès, je les Mhm. jugeais». Ok. Et c'est pareil, il y a la projection aux Comores parce qu'en fait, avant, le reportage, vraiment, j'insiste, je vais préciser un point, c'est pas un projet personnel, Mhm. c'est un projet qui est collectif. Moi, ça a de Ok. sens que si on le fait à plusieurs, que s'il est porté collectivement. Mhm. C'est un projet qui est collectif et quand on a fait la première projection, on a fait ce qu'on appelle j'ai fait ce qu'on appelle une projection de co-construction Ok. et ça, c'était aux Comores, en janvier. Mhm. On a invité une centaine de personnes, différents profils, institutions, diaspora, les locaux Hmm. et on a projeté un documentaire qui était presque fini, mais pas complètement. Mhm. À la fin, on leur a envoyé, on a échangé, on a pris des témoignages, on leur a envoyé ce qu'on appelle un questionnaire de construction. Ouais. Ils nous ont fait leur retour et on est reparti 2 mois en tournage. Ah. Et ensuite, on a enrichi Ok. C'est une bonne le idée. film documentaire Ça te venait d'où cette idée? sur la base de moi, mon métier, c'est de faire travailler les gens ensemble et mon Ok. métier, c'est de co-construire des solutions, avec, ce qu'on appelle la logique de collaboration multi-acteurs. Et moi, Hmm. c'est mon métier. Je gère des projets, je construis des projets dans une logique Ok. collaboration multi-acteurs. Donc, je fais travailler plein d'acteurs différents entre eux pour faire atterrir et construire un projet qui a une Hmm. vision qui fait converger. Ok. Et du coup, j'ai appliqué ça dans le Ouais, film forcément. documentaire. Hmm. Je veux juste te dire que c'est pas mon métier. Moi, je suis pas De du tout dans réaliser. l'image. Non. Non, Et puis, je suis mais pas du tout dedans. et c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est l'ADN de Comlink, ça aussi. Vous êtes très co-construction, alors que moi, à chaque fois, on parle avec Saïd, qui est l'un des fondateurs, pour ceux qui connaissent pas, et lui, il dit bon, rassemblons-nous, faisons. Je dis ah non, viens, on avance, et on sent que c'est deux approches très différentes. Et vous êtes très co-construction, effectivement. Mais parce qu'en fait, quand on co-construit, ça peut être que durable. Parce Ouais. que tu fédères, mais il faut pas y aller d'un coup. Ça veut Hmm. dire que tu fédères d'abord un noyau dur. Sur la base de ce noyau dur, nous, c'est ce qu'on a fait pour Racines Croisées. On a Mhm. d'abord, tu fédères un noyau dur, puis ensuite tu le fais grandir, grandir, grandir. Là, quand on a, co-construit avec 100 personnes, mais Mhm. c'était juste incroyable. Pendant la séance, certains ont pris le micro, ont demandé pardon, certains ont pris le micro, ont pleuré Hmm. publiquement, hein. Il y Ouais. en a un qui a pris le micro et qui a dit, «Moi, je demande pardon à toute la diaspora». Hmm. Je pensais pas que moi, j'avais le sentiment que pour vous, c'était trop facile. Ouais. Moi, je vous vois arriver, je me dis: «Mais eux, ils ont tout, de quoi ils se plaignent? Pourquoi ils se plaindraient?» Et dans le reportage, on voit quelqu'un qui dit: «C'est extrêmement dur de se sentir rejeté chez soi, C'est de clair. se sentir rejeté dans un C'est pays qui est clair. le nôtre». C'est clair. Mais quand on te dit ça et que tu vois que ça nous blesse, Hmm. bah, la personne en face, elle se dit: Hmm. mais moi, je me rendais En pas fait, compte c'est que je le un blessais». outil de reconnexion entre Exactement, les locaux et la diaspora. Et on exactement. n'a pas beaucoup d'outils de ce genre. Surtout que nous, alors ça peut-être, tu peux nous dire comment toi tu l'as vécu, mais j'ai l'impression que nous, quand on rentre, bah, finalement, on recrée un peu un réseau Bien sûr, diasporique, tu vois. bien sûr. Et finalement, ça fait qu'il n'y a pas tellement, et quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire me disait qu'il en souffrait un peu, il n'y a pas tellement de connexion entre ceux qui sont rentrés et les Et locaux. ceux qui vivent là-bas. Ouais, pas du tout, pas tellement que ça. Pas suffisamment. Ouais, ouais, ouais. Et c'est bien justement tout l'enjeu. Parce que comment Mmh. est-ce qu'on peut vouloir venir dire: «On veut contribuer au développement du continent, on a envie de, porter tel et tel projet, on Mmh. porte un message qui est positif et on veut faire évoluer le narratif», Mmh. si derrière on s'organise pas en conséquence et surtout on n'implique pas ceux qui y sont. Mmh. Mmh. Mais comment on peut faire sans ceux qui font le pays, qui font le Ouais, territoire? non, totalement, Ça peut pas fonctionner ou en tout cas totalement. pas durablement ou en tout cas pas de manière constructive ou en tout Mmh. cas pas de manière sereine et apaisée. Ouais. À un moment donné, Non, ça crée de l'incompréhension, ça crée des
Ouais, des frictions, des frictions. Parce que totalement. ceux qui sont en bas, en fait, ils nous regardent. Et quand je dis en bas, je le dis volontairement. Parce Ouais, que, ça m'a un peu choqué quand tu as dit en bas. mais j'ai fait exprès de le dire parce que OK. ce ne sont pas mes mots. Mmh. Moi, quand j'entends et que j'échange avec les locaux, ils nous disent, bah, de toute façon, nous qui sommes en bas, vous nous regardez pas. OK. Vous nous regardez pas et on compte pas. Mmh. Et moi, en fait, Racines Croisées, ce que j'aimerais, c'est qu'on se serve justement de toutes ces voix qui portent, d'une voix comme la tienne, d'une voix comme les différents acteurs qui sont dans l'écosystème diasporique, pour se Mmh. dire, utilisons ces voix pour être des caisses de résonance pour ceux qu'on ne voit pas et Tout à qui se fait, sentent invisibilisés. tout Tu à vois, fait. Mmh. samedi, quand on a fait la projection, Mmh. Abou n'était pas là. Mmh. Moi, ça me serrait le cœur qu'il soit pas là, tu vois. Mmh. Du coup, je sais pas, c'était pas prévu dans le programme. Mmh. On a dépassé le timing. J'ai appelé Abou en direct, Ouais, au cinéma et pour lui montrer un peu, pour lui montrer ouais. et j'ai mis le haut-parleur et Mmh. avec le micro comme ça et tout Mmh. le monde s'est mis à applaudir, à hurler et tout et en Mmh. fait, mais il a été tellement touché, Ouais, mais j'imagine, tellement, tellement touché j'imagine. et en fait, pour moi, cette force-là, on doit la donner à un Abou, mais à Mmh. tous les Abous qu'il y a sur le continent africain, Tout à fait, tu vois? tout à Et fait. et un Abou comme celui-là, quand les gens ont vu son talent et que les gens Ça peut ouvrir des opportunités, mais hein. tu Bien vois, sûr, il y avait des producteurs dans la salle. bien sûr. Il y avait des acteurs clés dans le milieu. Moi, il y Mmh. en a qui sont venus me voir, ils m'ont dit: «Mais, il a jamais fait d'école de cinéma, ce jeune». Mmh. Je fais: «Mais j'ai jamais parti». Mmh. Donc c'est un appel, hein, pour, Bien sûr, pour bien tous sûr. ceux, qui écouteront, qui auront vu Racines Croisées. Enfin, moi, quand Mmh. s'il y a des opportunités pour un jeune comme Abou, bah, en fait, c'est là où on doit utiliser justement, votre visibilité pour créer des opportunités pour Tout cette à fait. jeunesse-là, tu vois? Et Ouais, du tout à coup, fait. pour lui donner envie de rester, pour lui donner envie Mmh. de s'impliquer, Ouais. pour lui donner envie de construire. Donner des rêves à nouveau, de rêver à nouveau et de l'espoir. C'est Mmh. ça surtout, C finalement. c'est beau ce que tu dis. Non, mais Mais c'est ce que ça tu as dit, c'est magnifique en fait, tu vois? C'est mais ça m'émeut quand tu dis ça. Non, mais pour de mais vrai, parce que ça c'est m'émeut. vrai. En fait, moi, ça m'a choqué. Quelqu'un qui te dit que je peux pas rêver, je veux Ah plus rêver, ah, c'est incroyable, tu vois? quelqu'un comme moi ne peut pas rêver à Ouais, 24 ans. c'est incroyable et mais en même temps, je comprends. Je peux comprendre, tu vois? Est-ce que toi, tu percevais tout ça? Est-ce que tout ce que Non, je te dis parce qu'encore une fois, moi, je te dis ça en regardant et en venant vraiment, je dirais, je suis sur les territoires et j'agis et mmh, sur les territoires et moi, mmh. c'est ce qui me plaît. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque justement quand je te dis tout ça? Qu'est-ce que tu ressens, Mmh. justement quand tu vois toi où tu es, ce que tu fais et l'écosystème dans lequel tu es, versus par exemple là les messages que je partage avec toi? Moi, je te cache pas que, je me suis un peu, on va dire, contenté du fait que nous, on était une nouvelle tribu en Afrique, tu vois? Les Ouais, Ripat. ouais, Pour moi, en fait, on a tellement de combats à mener je suis que, d'accord. le combat de l'installation, il est Mmh. énorme. Si, Mmh. en plus de ça, il faut que tu mènes le combat de la connexion, Mmh. je trouvais que c'était trop à porter J'ai compris. et quand je t'entends, je me dis: «Mais en fait, ça a pas de sens, en fait, de faire ça», tu vois? Ça, c'est la première chose, vraiment. L'histoire du rêve, avec le recul, ça me paraît logique, tu vois? Parce quand je pense à moi, mes cousins qui sont restés en République centrafricaine et quand ils nous entendent là sur les réseaux parler de Mmh. Back to Africa et tout, je Mmh pense mh. qu'ils doivent se dire: «Mais eux, qu'est-ce qu'ils voient, quoi?» tu vois? Mmh, mmh mh. Et quand le témoignage là que tu as donné, bah, en fait, il doit nous rendre lucides sur ce que eux vivent, tu vois? C'est bien beau de dire: «Oui, le potentiel est énorme, bla 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 Mmh. bla», mais concrètement, quand, tu es dans leur situation, maison de tôle, moi j'ai des cousins, enfin franchement la manière dont ils vivent, je me dis: «Mais» et j'aurais pu être comme ça, hein, tu vois? C'est ça aussi nous C'est ça. qu'on se dit, tu vois? C'est pas possible. Mais en même temps, on comprend que, ils puissent ne plus avoir d'espoir. Je sais pas comment est-ce qu'on va leur redonner espoir, je sais pas du tout, mais c'est compliqué, tu vois? Déjà, on leur Mais j'aime bien, excuse-moi, juste terminer, c'est j'aime bien l'idée que de créer, et je pense qu'on va en parler avec le réalisateur qu'on reçoit juste après, de créer des outils de reconnexion. C'est ça, en fait, tu vois? Et ce que ton travail, c'est un outil qui reconnecte et ça a beaucoup de valeur, je pense. et l'objectif, c'est de le faire dans différents pays, OK, pas que aux Comores. OK. Comores, c'est l'épisode fondateur. Racines Mmh. Croisées, c'est une série panafricaine. Donc elle doit OK. voyager. Là, en Ah, ce faut venir moment en Centrafrique, hein. là, en ce moment, on discute avec, Madagascar, OK. avec le Bénin, avec Mmh. le Gabon OK. et là, il y a peut-être, dans un autre pays, je le dirai bientôt. Mais en tout cas, OK. c'est en discussion et D'accord. l'objectif, c'est d'avoir, une série documentaire qui déconstruit un préjugé. Là, le Mmh. préjugé de l'épisode fondateur, c'est: les Africains ne savent pas travailler ensemble. Donc ça, Mmh. c'est Comores.
Ok, Moi, j'adorerais avoir les Africains ne savent pas travailler ensemble, épisode Centrafrique. par exemple, Ou effectivement. épisode Bénin. Ouais, Et ouais, chaque pays va intéressant. l'appréhender d'une manière différente, avec un angle différent. Et D'accord. à travers aussi le film documentaire, l'objectif, c'est de faire la promotion de la destination. Donc en fait, nous, on a été dans des lieux magnifiques. Ouais. On a En été plus, on m'a vu- dit, les Comores, c'est magnifique, hein. on a... Et il y a très peu d'informations sur ça, Mais oui, pas tu vois. suffisamment. Ouais, Et ça, on je a suis un d'accord. enjeu, encore une fois, ça doit être un outil qui contribue au développement. Dans Mm. le continent africain, quand on regarde le tourisme, ça va être un des leviers de développement stratégiques Ouais, des 20 prochaines années. tout à fait. Déjà dès maintenant, mais ça va aller en, Ouais, ouais, tout à fait. en s'accélérant. Je suis d'accord. Et du coup, quand on en a conscience, il faut se dire, bon, au-delà du fait qu'il faut investir dans le tourisme Mm. et dans les différents domaines du tourisme, Ouais, au-delà de ça, je pense qu'il y a vraiment ce message de se dire comment on fait la promotion des destinations, qu'est-ce ouais, qu'on a envie de valoriser. tout à Et du fait. coup, à travers le reportage documentaire Racines croisées, moi, j'aimerais bien aussi qu'on voyage dans les différents pays. Mm. Et c'est pour ça que quand on a fait la projection de lancement officielle, l'avant-première samedi, eh bien, Mhm. c'était les Comores, le pays hôte. Ok. Et du coup, on a fait découvrir la culture comorienne, on a pris des Mm. danseurs traditionnels comoriens, un Mhm. traiteur comorien pour vous faire découvrir la gastronomie, Ouais, etc. c'est plus une activité de communication. Enfin, c'est aussi un outil de Exactement. communication, quoi. Exactement. Ok. Du coup, ça a fait de la promotion de la destination de façon très forte. Là, il y en a Mm. plein qui veulent maintenant aller aux Comores, qui ont envie Ouais, d'aller c'est plus bien. loin, etc. C'est bien. Mais demain, quand ce sera la Centrafrique qui va nous Mhm. recevoir, Mhm. eh bien, du coup, l'objectif, c'est que ce soit la Centrafrique qui soit le pays hôte Ouais. et que Ouais, et vous que nous ce soit fassiez un outil découvrir. culturel. Ok. Exactement. Hyper intéressant. Pendant qu'on est dans un espace de dialogue, Ouais, ouais. tu vois. Non, je vois très bien. Mais du coup, alors, 2 questions. Première question, c'est quels sont tes besoins maintenant, concrètement, tu Mm. vois? Et deuxième question, parce que on sait jamais qui écoute. Mm. Et souvent, on a des bonnes surprises de personnes qui disent, qui appellent l'invité en disant, j'ai écouté ton podcast, t'as besoin de ça, moi j'ai ça. Donc ça, Ok. c'est la première chose. On a cet espace de solidarité. Top. Et la deuxième, c'est où est-ce qu'on peut le voir maintenant? Il y avait l'avant-première. Quelles seront les prochaines étapes? Alors, quels sont les besoins du projet de Racines croisées? Là, Ouais, aujourd'hui, on va être dans une logique de développement. d'accord. On a développé des partenariats. Mhm. Donc, on travaille là, on est en discussion avec des entreprises privées et avec des institutions et différentes organisations internationales pour qu'on Mhm. puisse travailler dans le développement de Racines croisées. Qu'est-ce que tu appelles développement? Hum, Concrètement. Dans le développement, c'est-à-dire pouvoir produire, je vais préciser que le premier épisode fondateur Mhm. je l'ai intégralement porté en autofinancement. Ok. Et pour moi, c'était important Mhm. qu'on ait la parole libre et Mhm. que quelqu'un ne vienne pas nous dire ça tu peux le dire, ça tu peux pas le dire. Ok. Et puis, comme les gens nous ont fait confiance, et vraiment pour moi, quand on veut changer de récit, porter ce message de changement de récit, Mhm. l'autonomie, c'est fondamental. Ok. Et donc, le premier épisode, je l'ai porté en autofinancement. Maintenant, la logique, quand je dis développement, c'est de pouvoir produire plus d'épisodes dans différents pays Ok. et déconstruire différents préjugés. D'accord. Moi, par exemple, dans ma liste de préjugés, on a Comores égale Afrique égale misère, Ok. Afrique égale désespoir, Ok. Afrique égale méconnaissance, il Mhm. n'y a pas de savoir. Ouais. Tu vois, quand on prend tous ces préjugés-là un par un, moi, j'aimerais bien qu'on ait un épisode par préjugé et qu'on le déconstruise et qu'on montre en quoi on le déconstruit et qu'on Ouais, crée j'ai des compris. espaces-là. Ouais, ouais. Donc, développer Racines croisées, très concrètement, ça veut dire toutes les personnes qui écoutent, Mhm. qui voient ce podcast, l'objectif, ce serait de pouvoir, et qui veulent contribuer à produire dans un de leurs pays, peu importe le Mhm. pays du continent. Ouais. À la projection, moi, j'ai quelqu'un qui est venu me dire, je veux le faire au Mali. Ouais. Très bien. Est-ce que tu as les outils, tu as les acteurs? Comment, quoi? Mhm. Comment on fait pour y aller? C'est pas Mhm. un projet personnel, je le dis et je le redis, Mhm. c'est un outil collectif. Ok. Donc, moi, j'ai eu quelqu'un là qui m'a appelé pour le Mali. Il a une entreprise de production, il a les acteurs qui veulent le faire Mhm. et il a le budget pour y aller. Mhm. Let's go. En fait, moi, j'ai aucun problème. Ouais. Je vais partager les outils, les méthodes, Mhm. parce qu'en fait, il y a une vraie méthode derrière. Ouais, Et j'imagine que t'as processé tout le truc. exactement. Mhm. Et puis, on voit comment on collabore ensemble et on y va. D'accord. Et c'est vraiment cette logique-là. Donc, toutes les personnes qui ont envie de s'impliquer dans le projet, qui ont des idées sur comment animer et mobiliser la communauté, qui ont Mhm. des idées pour... Moi, par exemple, pareil, à la projection, samedi, on est venu me proposer d'aller discuter avec des acteurs comme France Télévisions, Mhm. TV5 Monde, Ok. pour qu'on puisse diffuser le film Ouais, bien documentaire. sûr. Mhm. Donc voilà, là, il y a Il des dure combien de temps? 50 minutes. Ouais, t'es vraiment dans le format télé en plus. 52 minutes. Ok. Exactement. D'accord. Il dure... et donc,
Donc ça, c'est le premier point, c'est se nourrir de tous ces retours-là, les organiser, les structurer. Ok. Nous, on a mis en place un kit de projection. Ok. Donc tous ceux qui, dès lors qu'il sera disponible, et je répondrai à la question juste après, eh bien, les gens pourront aller sur notre site internet et cliquer je souhaite organiser ma propre projection. Ok. Et nous, on a mis en place un kit sur les différents formats d'animation possible, de questions et d'angles qu'on peut prendre pour animer ce débat-là. Ok, d'accord. Pour que ce soit utile. Ouais, Parce que bien sinon, sûr. juste on voit un film et on s'arrête là. Non, c'est sûr. Du C'est coup, bien de l'accompagner. du coup, c'est mettre en place et mettre à disposition des outils pour Mhm. que les communautés, peu importe où elles sont, puissent organiser leur propre projection. Et là, aujourd'hui, il n'y a que Comores, mais demain, quand on va avoir les autres pays, on aura une bibliothèque de films documentaires dans différents pays avec différents préjugés Ok, et des outils pour qu'on puisse piocher dedans. Donc Ok. aujourd'hui, le pilote, c'est avec les Comores. super, super. Où est-ce qu'on peut le voir? Alors, où est-ce qu'on peut le voir? Là, pour le moment, c'était donc la projection a eu lieu samedi, Ouais. était uniquement sur invitation en cercle restreint, vraiment pour se donner ce top départ-là. Mhm. Là, on est en train de discuter différents partenariats justement avec certaines chaînes TV. C'est pas encore validé. Mhm. Et une fois qu'on aura fixé ça, de là, l'objectif, en tout cas à terme, c'est qu'il puisse être disponible sur YouTube. Ok. À minima, quoi. À minima, qui puisse être disponible sur YouTube. Ok. Et puis ensuite, donc je dirais qu'on aura de la visibilité là dans les prochaines semaines. On est en discussion là pour des partenariats très sympas. Et est-ce que tu as une newsletter pour tenir les gens informés? Comment est-ce que les gens, ou bien c'est sur LinkedIn uniquement? Non. Alors on a une page Instagram. Ok. La page Racines Croisées, est-ce que je pourrais la partager? Non, mais tu nous donneras les liens, on les mettra dans la description. Ça marche. Donc on a une page Instagram, allez-y, et on va partager, on partage l'histoire, les coulisses, et on partage vraiment cette aventure-là parce qu'encore une fois, moi, c'est pas mon métier, j'apprends en marchant. Je viens vraiment avec énormément d'humilité. Il y a certainement plein de choses à améliorer et je suis complètement à l'aise avec ça. Ok. Moi, ce que j'adorerais, c'est que les épisodes suivants, quelqu'un d'autre vienne nourrir, enrichir le projet. Puis on va grandir ensemble, en fait. Totalement. Donc, vraiment, l'objectif, quand on communique, nous, c'est de partager en toute transparence et surtout beaucoup d'humilité ce projet-là. Et toutes les personnes qui veulent s'impliquer, elles ont leur place, elles peuvent venir. Ok. Et chacun viendra prendre la place qu'il souhaite. Enfin, moi, je suis très, très à l'aise avec ça et c'est complètement OK. Ok. Et nous, toute la communauté, il y a un groupe de personnes extrêmement engagées. On a des gens qui sont au Burundi, des gens à Madagascar, des gens au Cameroun, des gens... c'est vraiment des gens en France. C'est vraiment très ouvert. Donc, chacun peut venir proposer et on co-construit cette communauté ensemble. Et c'est ce qui va lui donner... c'est ce qui lui donne cette saveur si particulière. Ok, franchement, le temps manque pour aller plus loin, mais je pense que dans un autre épisode, on parlera de ta carrière, tu vois, des difficultés que tu as rencontrées et qui t'ont conduit peut-être à quitter, et peut-être aussi de l'évolution du projet, parce que tu as annoncé quelques partenariats, donc on aimerait en savoir plus à ce moment-là. Mais en attendant, on te souhaite de la réussite dans cette aventure. Si tu voulais laisser un seul message à notre audience, qui est la jeunesse afro, partout, beaucoup en France, mais aussi ailleurs dans le monde, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils retiennent de tout ce qu'on s'est dit là? Il faut qu'on garde espoir. Qu'on garde espoir dans notre capacité à réussir ensemble, dans notre capacité à construire ensemble, dans notre capacité à nous élever ensemble. Et je pense que tant que l'humain reste au cœur, tant qu'on est aligné avec nos valeurs, on n'a aucune limite, on est capable d'aller très très loin. Mais l'humain doit toujours être notre premier moteur parce qu'on est dans un monde qui est extrêmement... Le contexte mondial, moi, je le trouve extrêmement difficile, extrêmement violent. Et je pense que chacun de nous peut venir apporter à son niveau et encore une fois à son échelle de l'amour, de la bienveillance. Et pour moi, ça, c'est fondamental. Il faut pas qu'on ait peur d'aimer, il faut pas qu'on ait peur de se faire confiance. Et oui, évidemment, le monde, il y a plein de défis. Oui, tout le monde n'est pas toujours très honnête. Et c'est OK, en fait. Mais par contre, je pense qu'à notre échelle, moi, c'est vraiment un message de paix, d'amour, d'espoir que j'ai envie de partager. Je te donne ma citation préférée. Vas-y. Ma citation préférée, c'est La vie est belle parce qu'elle est pleine d'espoir. C'est de qui? C'est de moi. Je sais Plus pas. tard, sur le fronton des écoles, Marouata a dit. Non, je sais pas si c'est de moi, mais en fait, je l'ai toujours eu en tête depuis toujours. La vie est belle parce qu'elle est pleine d'espoir. Oui, et dans les moments durs, moi, cette phrase, elle a toujours beaucoup résonné, elle m'a toujours beaucoup aidée. C'est peu importe, en fait. Faut qu'on
qu'on croit en nous. Merci Marwata. Merci Tanguy On est ensemble. Force pour la suite. pour ta bienveillance, On est ensemble. On est pour nous ensemble. avoir reçus, pour Avec m'avoir reçu. grand plaisir. Et on a besoin de ce genre de témoignages, je pense, pour la communauté, tu vois. Et c'est ce qui ancre tout le travail que l'on fait. C'est pas juste chercher l'argent pour chercher l'argent, tu vois. On fait les choses pour quelque chose. Et ce genre de témoignage nous rappelle, tu vois. Donc voilà. Merci Tanguy. Avec grand plaisir. À bientôt. À tous, je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. Allez dans les commentaires pour aller suivre, ou plutôt dans la description, pour suivre Marwata, suivre le projet Racines Croisées, pardon. Racines Croisées. Et si vous voulez vous impliquer, bon voilà, tout a été dit. Let's go. Et que Dieu bénisse nos efforts. Ciao tout le monde. Merci beaucoup. À